Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'émission Chrono Citoyen de la télévision True TV. Une émission qui est voulue par l'ONG Diaconia avec le partenariat effectivement de ceux qui accompagnent ce projet. Aujourd'hui, nous parlons de l'assurance maladie universelle, donc sa mise en œuvre au pays des hommes intègres. Qu'est-ce que l'assurance maladie universelle? Quelle est la compréhension que les Burkinabés font de ce concept? C'est l'objet de cette émission. Et donc vous aurez aussi la possibilité d'intervenir via le téléphone ou d'interagir sur la page Présimètre. Mais pour le moment, le numéro de téléphone n'est pas encore ouvert. Et je ne suis pas seul dans ce rendez-vous. Je suis avec nos invités que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit de monsieur Gabriel Sanou. Il est le secrétaire général de l'Union régionale des mutuelles de santé de la région des Hauts-Bassins, avec résidence à Bobo-Dioulasso, si vous permettez. Bonsoir, monsieur Sanou. Bonsoir. Merci. Il s'agit ce soir également avec nous de monsieur Alphonse Gandema. Il est le secrétaire général de l'association Semences d'Espérance. Donc au niveau du Sud, mais il réside à Ouaïbia. Il va nous expliquer comment est-ce que ça marche quand on est au Sud et on réside au Nord. Bonsoir, monsieur Gandema. Bonsoir, monsieur Bouma. Merci de répondre présent à notre invitation. Avec nous également sur ce plateau, monsieur Nestor Lengané. Il est juriste, inspecteur du travail, directeur des affaires juridiques et du contentieux à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Bonsoir, monsieur Lengané. Bonsoir, monsieur Bouma. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je suis également ce soir avec Amidou Ouedraogo. Il est le directeur national du réseau d'accès aux médicaments essentiels. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Bonsoir. Merci. Merci, madame. Merci, monsieur. Vous êtes bien à l'émission Chrono Citoyen. Je dis il y a des codes d'accès que pour le moment qui ne sont pas disponibles. Il s'agit du 25 36 04 04. Vous pouvez déjà noter 25 36 04 04. Ou bien le www.presimètre.bf. 3W comme vous l'entendez, Presimètre comme vous l'entendez, naturellement sans accent, .bf. Et vous serez à l'émission. Donc pour le Presimètre.bf, vous pouvez déjà commencer à rédiger vos messages. Ça peut être des questions ou des contributions. Nos invités se chargeront de répondre chacun en ce qui le concerne. Pour le numéro de téléphone, vous le gardez parce que d'ici là, nous allons ouvrir la ligne pour que vous puissiez intervenir. 25 36 04 04. Bernard Bougouma qui n'est plus à présenter pour présenter cette émission. Nous vous disons encore merci d'être venu, de nous suivre sur le multiplex de la TNT du Burkina Faso et sur le numéro 254 du bouquet Canal+, c'est True TV. Merci à Césaire et à l'ensemble de l'équipe de la réalisation de cette émission. Alors, avant de commencer, il faut savoir que dans le cadre de cette émission, True TV a promené son micro, pour ne pas dire sa caméra, dans 5 localités du pays afin de mesurer la compréhension des citoyens sur la question de l'assurance maladie universelle. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les bénéficiaires? Et quelles sont les conditions? Autant de questions que moi je vous invite à suivre à travers les réponses qui vont être données dans cet élément que nous avons réalisé à Bobo-Dioulasso, à Ouaïbia, à Dédougou, à Pabré et à Koubri. Bon, je crois que l'assurance maladie universelle qui avait été lancée depuis 2008, je crois, traîne jusqu'à présent. Et si nous remarquons dans certaines structures telles que l'armée, elle est déjà active parce que là-bas, les militaires bénéficient d'une assurance maladie. Également, dans certaines structures privées, l'assurance maladie est active, est effective là-bas. Mais au niveau de l'État, de la fonction publique d'État en général, on se rend compte qu'elle traîne toujours. Ce qui nous amène à nous poser beaucoup de questions, notamment sur ce qui empêche sa mise en œuvre. Sinon, dans l'ensemble, elle sera la bienvenue dans le paysage national. Aujourd'hui, nous voyons que tout est politisé, hein? Même si on arrive à mettre ça en pratique. Est-ce qu'ils ne vont pas voir le bon visage d'autrui? Parce que les mesures ne seront pas les mêmes que pour toute la population. C'est surtout ce volet vraiment qui est indispensable. Bon, d'emblée, je pense que c'est une bonne chose parce que dans un pays pauvre comme le nôtre, bon, lorsque il y a une sorte de solidarité pour pouvoir se soigner, et vraiment, je pense que ça va soulager beaucoup de gens. Ceux qui vont travailler dedans, bon, pour moi, ils doivent travailler franchement et honnêtement. Et les objectifs que
il vise là, il faut qu'il travaille à atteindre cet objectif-là. Puisque au Burkina, on voit que bon, lorsque les gens ne cessent pas à travailler honnêtement avec l'argent du contribuable. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Au regard de l'évolution démographique, l'État à lui seul ne pouvant plus assurer la santé de sa population, doit effectivement œuvrer à prendre des initiatives pour amener même la communauté, la population à adhérer à cette initiative. Pour ce faire, je pense qu'il faut d'abord une grande sensibilisation, une mobilisation sociale, afin d'obtenir l'adhésion de la population et procéder à la mise en œuvre. Nous ne connaissons pas les implications de cette assurance. Ils ne nous ont rien expliqué. Ils ont juste dit qu'ils vont nous soigner gratuitement. J'ai enregistré les enfants, mais nous n'avons pas d'informations sur ça. Au recensement universel, là, en tout cas, on a recensé, mais pour le moment, aucun résultat. Le moment, pas de résultat. En tout cas, il y a une dame qui parlait que non, que si vous recensez, vous allez soigner gratuitement. Si vous partez à l'hôpital, vous n'allez pas payer les produits. Bon, on pensait que c'est vrai, mais bon, pour le moment, on n'a rien senti. Si vraiment ce projet est réalisé, ça va beaucoup nous soulager. Parce que souvent on peut tomber malade et sans avoir les moyens pour se prendre en charge. Pour moi, ça a trop tardé. En tout cas, nous on attendait ça à la radio, à la télévision, mais à pas vrai, bon. Peut-être qu'on a pris comme ça les échos, mais l'information n'a pas été bien passée. D'abord, il faut commencer par les vulnérables. Et puis, petit à petit, on vient au moins jusqu'à continuer à ceux qui veulent être assurés. Soit les fonctionnaires, tout consort, tout. Mais surtout, ce que je souhaite, c'est qu'ils n'ont qu'à recenser d'abord les vulnérables. Pour moi, c'est ce que je souhaite. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour toujours acheter les médicaments. Il y a d'autres qui vont mourir dans leur lit, sur leur lit, dans leur maison. Bon, manque de quoi? Manque de soins, manque de moyens pour faire toutes ces choses-là. Bon, assurance vie, je sais, mais assurance vie, assurance maladie, vous dites, hein, universelle, non. Je n'ai jamais entendu parler. En tout cas, ce serait vraiment bénéfique pour, en tout cas, les usagers. Donc, s'il y a une communication, en tout cas, autour de ça, en tout cas, moi, personnellement, je sais que je ne suis pas le seul. Beaucoup aussi, certainement, n'ont jamais entendu parler. Voilà, ce serait vraiment intéressant qu'une communication, en tout cas, soit faite là-dessus. Je n'ai jamais entendu ça. C'est ma première fois d'entendre ça. C'est parce que je suis tout dedans. Vraiment, je n'ai jamais entendu parler d'assurance maladie universelle, mais nous voulons que le gouvernement fasse des sensibilisations sur ça pour que nous puissions comprendre de mieux. Oui, on en a entendu parler à la télé et souvent à la radio aussi. Parce que c'est une assurance qui viendra aider surtout côté fonctionnaire. Voilà, ceux qui seront enregistrés là, voilà, verront leurs frais réduits côté traitement médical. Personnellement, à mon niveau, je voudrais en tout cas plus d'éclaircissement. Comme son nom l'indique, assurance, ça veut dire qu'au cas où voilà, tu tombes malade, ils peuvent te prendre en charge. Donc, si c'est bénéfique pour la population, on aimerait en savoir plus. Parce que nul n'est à l'abri des maladies, quoi. J'ai déjà entendu parler, mais c'est en haut. Je pense que c'est au journal télévisé. L'assurance maladie universelle, comme les maladies ne préviennent pas, il faut se protéger en cas de maladie subite, quoi. Si, à maintes reprises, il s'agit d'une contribution
sur tout individu, en tout cas qui s'affilie, pour que au moment où il tomberait malade, pour que l'assurance puisse le prendre en charge, ainsi que la famille, si toutefois la famille est affiliée. Bon, à mon avis, c'est une bonne chose si, et seulement si, l'assurance est tellement effective. Comme la plupart des Burkinabés, j'ai accueilli avec joie cette idée de mettre en place l'assurance maladie universelle. Notre pays, on a une gouvernance socio-démocrate. La social-démocratie voudrait que l'État quand même puisse prendre en charge l'éducation et la santé de ses concitoyens. L'assurance maladie universelle va venir à point nommé parce que je ne connais pas le ratio, mais le pourcentage de Burkinabés qui n'ont pas accès à des soins de santé de qualité, c'est une cohorte. Les femmes qui meurent en couche, les enfants qui décèdent faute de moyens. L'assurance maladie universelle va quand même venir équilibrer la société pour que les pauvres puissent avoir accès aux soins de santé au même titre que les riches. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Malheureusement, le système traîne vraiment à se mettre en place. Et avec le passage du ministre de la Santé à Bobo Dioulasso la semaine dernière, il a rassuré en tout cas les populations que en tout cas ils vont tout faire pour accélérer la mise en place de ce système-là. Je pense que ça sera vraiment bénéfique pour nous tous. Je dirais que la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, c'est comme son nom l'indique, pour moi, elle serait la bienvenue. Parce que nous sommes dans des nations où vraiment le taux de pauvreté est tellement élevé. Et nous voyons que si l'État venait à mettre cette assurance en place, ça va beaucoup sauver beaucoup de familles qui pourront bénéficier des soins primaires avant que l'État ne vienne maintenant éponger ses frais. Donc je dirais que c'est bien pour, j'allais dire, les prolétaires. La durée qu'on peut rencontrer maintenant, c'est peut-être d'abord comment avoir d'abord ces soins-là avant que l'individu ne sache maintenant que l'assurance maladie est en train de l'aider. Parce que cette mise en œuvre, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais plus pratiquement, il faut qu'on ait de comprendre exactement comment ça va arriver jusqu'à arriver aux malades au niveau des centres sanitaires. Voilà qui est clair, vous avez très bien suivi les populations. Il y en a qui disent n'avoir jamais entendu parler, certains disent mais attendent d'être situés davantage. Il y en a également qui sont pressés pour la mise en œuvre de cette assurance maladie universelle. Donc retour sur ce plateau d'émission de Chrono Citoyen, une émission de l'ONG Diaconia avec l'ensemble de ses partenaires. Ça se passe sur la télévision Truth TV et avec les invités de ce soir. Très rapidement, je me tourne vers monsieur Lengane. Donc vous êtes juriste, inspecteur du travail et vous êtes le directeur des affaires juridiques et du contentieux à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Vous avez écouté les Burkinabés à travers déjà la définition, d'autres disent ils en ont entendu parler. Quand vous entendez des gens qui disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a des Burkinabés qui disent n'avoir jamais même entendu parler? Merci déjà pour ces différentes personnes qui ont répondu aux questions du micro-trottoir. Et ça donne déjà une opportunité pour nous d'expliquer ce qu'est l'assurance maladie universelle, de mesurer déjà le niveau de connaissance des uns et des autres sur le régime d'assurance maladie universelle qu'on appelle couramment le RAMU. Et quand j'entends des Burkinabés, des compatriotes qui disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'assurance maladie universelle, et je comprends, parce que si on prend le niveau de mise en œuvre de l'assurance maladie universelle à ce jour, il faut dire qu'on peut ne pas être satisfait parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. L'assurance maladie, c'est un gros chantier. Mais qu'est-ce que l'assurance maladie universelle? Et en termes simples, il faut dire que l'assurance maladie universelle, c'est un dispositif public. Et ce dispositif public-là a comme objectif de couvrir le risque maladie non professionnelle. Et le risque maladie non professionnelle, c'est toutes les maladies qu'on peut vraiment contracter qui ne soient pas liées aux occupations professionnelles que nous menons. Voilà, parce qu'il y a des institutions déjà qui gèrent le risque professionnel et le régime d'assurance maladie universelle, c'est la maladie que nous contractons en dehors de nos occupations professionnelles. Mais qui peuvent être concernés par l'assurance maladie universelle? Il faut dire que quand on prend la loi qui a été adoptée en 2015, c'est pas pour rien on parle de régime d'assurance maladie universelle.
Le terme universel, c'est pour dire que tout le monde est concerné. Et tout le monde est concerné, c'est qui d'abord? Il y a d'abord, nous avons, nous personnes physiques qui devons cotiser. Et ces personnes physiques-là, c'est d'abord, moi qui travaille, je suis concerné en tant que bénéficiaire. Ma famille, quand on prend ma femme ou mon époux, si je suis femme, mon époux qui ne travaille pas, sont des personnes à ma charge. Toutes ces personnes-là sont concernées par l'assurance maladie universelle. Au-delà de ces personnes physiques qui peuvent travailler ou ne pas travailler, il y a leurs enfants à charge. Les enfants à charge, c'est les enfants du couple ou les enfants qu'ils ont adoptés, qui vivent avec eux jusqu'à 21 ans. Ils sont des enfants à charge. Et ces enfants demeurent enfants à charge jusqu'à 26 ans s'ils poursuivent des études, comment on appelle ça, des études tout simplement. Mais pour qu'un enfant puisse demeurer enfant à charge à vie, la loi a voulu vraiment aller dans le sens social. Les personnes qui sont handicapées et qui ne peuvent pas exercer une activité lucrative, ces enfants-là vont demeurer des enfants à charge à vie. Et l'autre aspect, quand j'écoute les réponses des téléspectateurs, il faut dire que les gens ont parlé des personnes vulnérables, ainsi de suite. La loi aussi a insisté sur ça. Et la loi a utilisé le terme personne indigente. Et la personne indigente, c'est cette personne-là qui ne peut pas faire face à ses dépenses de santé. Et pour cela, la loi a dit clairement que c'est l'État qui est responsable de la cotisation de ces personnes dites indigentes. Voilà, donc il y a un décret qui a décrit les critères de l'indigence au Burkina Faso. Et depuis 2018, on a ce décret-là qui définit ces personnes-là. On voit aussi l'impatience des téléspectateurs. Les gens sont impatients. Depuis l'assurance maladie, on entend parler de ça, ça ne vient pas. Le technicien que je suis, il faut dire que nous sommes aussi impatients. Nous sommes aussi impatients parce que quand vous travaillez à un certain moment, vous voulez passer à l'échelle, vous voulez passer et aller sur le terrain et que vous n'arrivez pas pour 1000 raisons. Il y a des raisons que vous soyez impatient. Mais il faut dire aussi que l'assurance maladie, quand on prend la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, qui est l'organisme de gestion du RAMU, qui est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de la protection sociale, ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Et ce ministère travaille avec la CNAMU pour qu'on puisse vraiment avancer rapidement. Mais pour avancer rapidement, j'ai dit, nous sommes techniciens. L'autorité a d'autres priorités. Nous, techniciens, on ne maîtrise que ce qu'on fait. Et chacun veut que les choses aillent vite. Donc c'est pourquoi je dis l'impatience là c'est partagé et on croit que nous croyons que vraiment les choses vont aller plus vite à partir de l'année 2021. D'accord, donc à côté des Burkinabés qui sont pressés que le mécanisme puisse être enclenché, il y a également que vous êtes aussi pressés que le mécanisme puisse être véritablement enclenché. Alors merci à vous. Donc je me retourne maintenant vers M. Ouedraogo, donc Hamidou Ouedraogo, directeur national des réseaux d'accès aux médicaments essentiels, en abrégé RAM. Alors vous venez d'entendre M. Lengani sur les propos des uns et des autres. Vous estimez que le Burkina est en retard ou en avance par rapport à cette mise en œuvre qui a commencé mais qui va aussi à son rythme? Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup à la télévision TriTV pour cette émission. Et c'est très très intéressant. Et vous savez, la question de l'assurance maladie universelle, il faut prendre cela dans un environnement assez global, dans lequel le RAM travaille, le réseau d'accès aux médicaments essentiels travaille depuis très longtemps. Parce que nous sommes une organisation donc de veille et de plaidoyer et nous travaillons dans le cadre donc de voir comment il faut contribuer à améliorer effectivement l'accès à la soins de santé de qualité. Et comme il a expliqué, effectivement, l'assurance maladie universelle vient pour voir comment il faut supprimer la barrière financière. C'est beaucoup plus ça, que les questions donc de finances ne soient plus un handicap en termes d'accès à des soins de santé pour toute personne au Burkina, vivant au Burkina Faso. Et ça doit être pris en compte dans un contexte global où on voudrait, par exemple, atteindre ce qu'on appelle la couverture santé universelle. Il y a effectivement l'assurance maladie universelle qui va prendre en compte la question donc de l'accès financier
pour les ménages, pour les personnes. Il y a aussi la question donc de voir comment la disponibilité donc des services et comment faire la qualité donc des services. Par rapport donc au retard donc de Burkina Faso, ou du moins si on est en retard ou pas, je pense que comme lui-même la CNAMI a expliqué, depuis 2015 que la loi a été votée par le CNT, mais en réalité c'est un processus qui a commencé quand même depuis les années 2007-2008 par là, qu'on a commencé effectivement à parler donc du processus donc d'atteindre l'assurance maladie universelle. Et je peux vous rassurer qu'il y a des pays voisins d'ailleurs même qui sont venus prendre un peu l'exemple même du Burkina Faso et qui sont même déjà en avance plus que le Burkina Faso. Voilà, en matière même de mise en œuvre d'assurance maladie universelle. C'est pour dire que, en tout cas, si c'est en termes de retard, on est en retard parce que la question de la santé, il n'y a pas à dire, on est depuis 2007-2008, on commence quelque chose et jusqu'à présent on n'arrive pas réellement parce que jusqu'à présent, je pense que la situation est assez réelle. Nous faisons le suivi sur le terrain. Et on a commencé cette année avec ce qu'on appelle les personnes indisantes, les personnes indisantes. Bon, ça veut dire que jusqu'à présent, ce qu'on appelle l'assurance maladie universelle, là, ça ne couvre que les personnes indisantes et la question donc des femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui a commencé depuis 2016 entre temps. Donc, si c'est le retard, ça c'est quelque chose qu'on a déjà consommé. Maintenant, comment faire pour qu'effectivement on puisse aller très rapidement? Je pense que c'est de là qu'on doit beaucoup plus maintenant parler. D'accord. Alors, je reste avec votre voisin, Monsieur Gandema. Vous êtes de l'association Semences d'Espérance Sud. Oui. Alors, je vous demandais, Sud, vous êtes, parce que vous avez également la zone de couverture, c'est Waibia. Oui. Maintenant, vous êtes dans le cadre associatif et vous travaillez naturellement dans ce domaine-là. Oui. Je me posais la question par rapport au État du Burkina. Effectivement, comme l'a dit M. Ouedraogo, c'est en 2015 que la loi a été adoptée, mais on a entendu parler effectivement depuis longtemps. Et aujourd'hui, la mayonnaise prend difficilement. Vous êtes dans le milieu associatif aux côtés des populations. Est-ce que vous avez l'impression que les populations comprennent le mécanisme, même si dans le micro-trottoir, il y en a qui disent qu'elles ne comprennent pas? Oui, merci Bougma. Effectivement, nous sommes dans la région du Nord pour l'implémentation de l'assurance maladie universelle. Maintenant, nous sommes là à travers un projet nommé projet d'implication des communautés dans la veille et le suivi de l'implémentation de l'assurance maladie universelle dans la région du Nord. Et c'est un programme soutenu naturellement par Diaconia à travers son programme de renforcement de l'engagement citoyen et des responsabilités des gouvernants. Et par rapport à cette situation, nous avons déjà fait un certain nombre d'actions sur le terrain, mais nous avons constaté avec les populations l'impatience et vraiment le retard qui est consommé en fait dans la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Et ce retard, bon, nous le comprenons, mais les populations ne l'acceptent pas. Et en tant qu'acteur de mise en œuvre sur le terrain, il y a vraiment de la peine à voir qu'un projet aussi merveilleux adopté à travers la loi 060 CNT depuis 2015 a du mal en fait à avancer, puisque les populations à travers nos rencontres d'information, de sensibilisation ont compris la nécessité par exemple de l'assurance maladie universelle, et bien qu'ils se rendent compte que pour le moment la phase d'implémentation ne concerne que les personnes indigentes, les populations sont assoiffées et veulent en fait que l'assurance maladie universelle commence un début de mise en œuvre pour espérer avoir aussi un jour l'assurance en fait d'être traitée par ce système. Alors je reste avec vous sur le plan terrain. Comment est-ce que votre action se mène auprès de ces populations-là dans le cadre de la mise en œuvre? Voilà, donc sur le plan terrain, bon, d'abord le projet c'est l'implication des communautés. Nous avons d'abord fait des rencontres d'information avec les communautés ciblées. C'est les zones en fait ciblées par la CNAMU pour son intervention. Et nous avons fait des rencontres d'information, nous avons fait des débats communautaires, nous avons fait des théâtres fora. Nous avons en fait surtout mis en œuvre dans le cadre de ce programme soutenu par Diaconia 15 comités de veille. Ces 15 comités de veille composés de 75 membres. Et
dont 31 femmes, doivent assurer en fait la veille et le suivi de la phase d'implémentation de l'assurance maladie universelle. Et pour ça, nous avons constaté, pour ce qui nous concerne, un engagement réel des populations et une implication des leaders communautaires, religieux et des responsables politiques dans la zone de Ouayougé, dans la région du Nord, qui n'attendent que le début de l'assurance maladie universelle. D'accord. Ce soir également sur ce plateau, il y a M. Gabriel Sanou. Vous intervenez au niveau d'ailleurs des mutuelles de santé. Vous êtes le secrétaire général de l'Union régionale des mutuelles de santé des Hauts-Bassins. Effectivement, on a commencé à voir qu'il y a des mutuelles de santé qui commencent à travailler dans ce domaine. On arrive dans les centres de santé, on voit des plaques où on dit c'est agréé, c'est reconnu. Comment est-ce que ça fonctionne, ces mutuelles de santé? Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur qu'est-ce que c'est qu'une mutuelle de santé? Alors, merci. Les mutuelles de santé, ce sont des structures associatives, des groupements organisés qui mutualisent leurs ressources entre membres de façon volontaire pour pouvoir faire face aux questions sociales et aux questions de santé. Donc, c'est à base des cotisations fixées qui sont mises ensemble que les bénéficiaires, les membres se soignent selon que celui qui tombe, selon les cas de maladie qui surviennent au niveau des bénéficiaires inscrits au sein d'une mutuelle. Et donc, c'est-à-dire que si nous qui sommes ici, nous sommes membres de votre association, si un d'entre nous tombe malade, c'est l'association qui lui prend en charge, ou comment est-ce que ça se passe? Exactement. Si vous êtes membre de la mutuelle et vous avez cotisé, vous êtes en règle vis-à-vis de vos cotisations, donc il y a un certain taux, ça dépend des mutuelles, que vous prenez et que la mutuelle aussi prend le plus gros taux en charge pour vous permettre de vous soigner à moindre coût. Au niveau de votre union, vous regroupez déjà combien de mutuelles? Et nous avons 14 mutuelles au niveau de la région des Hauts-Bassins qui font l'union, qui forment l'union. D'accord, il y a des gens qui nous suivent, ils vont vous demander mais comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça se crée? C'est une association comme l'association Séman d'Espérance Sud, ou bien ça se crée comment? Ok, bon, avant l'avènement du règlement 07 de l'UEMOA intervenu en 2009, les mutuelles se créaient exactement sous la loi 1092 du 15 décembre 1992. Mais depuis le règlement UEMOA, il n'est plus permis de créer des mutuelles avec cette loi-là, parce que les mutuelles sont désormais régies par le règlement UEMOA, mais il y a un vide juridique au niveau du Burkina Faso, parce qu'il doit, un organe administratif de gestion des mutuelles, de la reconnaissance des mutuelles devait être mis en place. Et depuis, il y a ce vide. Et donc, les mutuelles traînent ce vide-là, mais quand même, toutes les mutuelles qui fonctionnaient à base de la loi 092 du 15 décembre 92 continuent à fonctionner tant bien que mal, mais notre organisation ressemble fortement à l'organisation des associations ordinaires. Alors que ça ne devrait pas l'être. Alors que ça ne devrait pas l'être, mais je crois que c'est une question que nous aurons l'occasion d'approfondir. D'accord, nous avons la chance d'avoir Monsieur Lengane, qui est juriste d'ailleurs, et qui travaille, pour parler comme l'homme du Ouagadougou, qui travaille au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Il dit qu'il y a un vide juridique qui ne facilite pas les choses, mais bon, ils font avec. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur pourquoi est-ce que le Burkina Faso traîne ce vide juridique-là? Merci. Et moi, je ne dirais pas que c'est un vide juridique. Peut-être un problème institutionnel, parce qu'il a invoqué tout à l'heure le règlement UEMOA sur la mutualité sociale. Le règlement UEMOA dit qu'une mutuelle, puisqu'on consacre ici la spécificité de la mutuelle par rapport aux autres associations. La mutuelle sociale, c'est comme la caisse d'assurance maladie universelle à minima. Et leur point commun, c'est d'abord la couverture du risque maladie. Donc, le règlement UEMOA dit que pour créer une mutuelle, il faut que la mutuelle soit
agréé par le ministère en charge de la protection sociale. Et avant que le dossier ne parvienne au ministre en charge de la protection sociale, il y a un organe qui doit être créé, qui a été institué par le règlement IOMOA. Et cet organe-là, c'est l'organe administratif de la mutualité. Et nous, on peut l'appeler agence ou autre nom, mais le nom commun, c'est l'organe administratif de la mutualité sociale. Mais au Burkina Faso, c'est cet organe qui n'a pas encore été créé. Quand je dis que ce n'est pas un vide juridique, parce que le règlement IOMOA est applicable au Burkina. C'est pourquoi déjà au niveau des structures du MATD, du ministère en charge de l'administration territoriale, on ne veut plus reconnaître une mutuelle comme les autres associations. On demande seulement d'aller vers le ministère en charge de la protection sociale. Le rôle de l'organe administratif de la mutualité, c'est quoi? C'est d'instruire le dossier, de préparer le dossier, et c'est le ministre en charge de la protection sociale qui agrée. Donc actuellement, c'est cet organe que le ministère en charge de la protection sociale est en train de vouloir créer. Il y a un travail qui a été fait déjà, et on a travaillé avec la direction générale de la protection sociale pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour créer rapidement cet organe administratif de la mutualité qui manque dans le cadre institutionnel au Burkina Faso. Et quand on a travaillé, il y avait les acteurs mutualistes qui étaient représentés, il y avait nous, techniciens de l'administration en matière de protection sociale. On a essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour créer cela. Dans tous les cas, même si l'organe n'existe pas, c'est le ministère en charge de la protection sociale qui doit agréer. Donc il faut trouver un organe pour instruire le dossier et d'autres attributions pour voir comment la mutuelle fonctionne, les comptes. Tout ça, c'est ce qui manque au Burkina actuellement. D'accord. Voilà. C'est ce qui manque actuellement au Burkina, mais ce n'est pas indispensable pour fonctionner. Je ne dirais pas que c'est indispensable parce que le règlement, comme je dis, le règlement est applicable déjà au Burkina. Le règlement impose qu'on crée cet organe. C'est pourquoi je dis que c'est un problème institutionnel, mais pas un vide juridique. D'accord, voilà. Un problème institutionnel qui doit probablement être réglé. Vous avez tantôt dit que vous relevez du ministère de la fonction publique, alors qu'entre-temps on a cru que finalement ça a été rattaché au premier ministère. Bon, à ma connaissance, on n'a pas encore changé d'ancrage institutionnel. Parce que quand on prend l'assurance maladie universelle, c'est une des branches de la sécurité sociale. Alors que dans les attributions des ministères, c'est le ministère en charge de la protection sociale qui gère les organismes de prévoyance sociale, comme la CNAMU, la CNSS, la Carrefour. Donc pour l'instant, c'est ce ministère qui a compétence pour être vraiment l'autorité de tutelle de, comment on appelle ça, de l'assurance maladie. D'accord. Je reste avec vous. Pourquoi est-ce que ça traîne? Vous-même, vous techniciens, vous dites que vous êtes pressé pour que ça prenne. Les Burkinabés aussi sont pressés. Mais est-ce que, à votre niveau, vous pouvez nous expliquer pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui se passe et puis ça ne va pas comme on veut? Parce que M. Ouedraogo Amidou a dit ici qu'il y a des pays qui sont venus calquer sur le Burkina, mais qui sont en avance. Ok. Oui. J'ai dit effectivement que nous sommes impatients, pas que nous disons que on est en retard. Nous sommes impatients que les choses avancent plus vite. Mais le retard, c'est vrai, quand on discute de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, ce que nous disons n'engage pas les populations. Ce que les populations veulent, c'est l'assurance maladie pour vraiment les soulager de leurs problèmes de santé. Et M. Ouedraogo a dit tout à l'heure que l'assurance maladie, en réalité, c'est pour éviter que les populations ne basculent dans la pauvreté du fait de la maladie. Donc, l'accessibilité financière, là, c'est ça que l'assurance maladie vient pour régler. Mais on sait aussi que l'assurance maladie, il est revenu sur ça, que ça a commencé depuis 2008. Et ce que je dirais, ce n'est pas pour justifier la situation actuelle, mais c'est un fait. De 2008 à 2014, nous savons que notre pays était politiquement très chargé. Ça, il faut le reconnaître, ça c'est un fait. À partir de 2014, avec l'insurrection qu'on a connue, et le CNT a eu combien d'années pour réexaminer le projet de loi qui était déjà prêt dans la période 2008 à 2014. On dirait quelques mois seulement. Quelques mois seulement. Et je dirais d'ailleurs que le dossier même allait plus vite. Et quand la loi a été adoptée sous la transition, mais on a fait face à une nouvelle forme d'ennemi,
il y a eu les attaques terroristes qui se sont invitées dans notre pays. Mais ça aussi c'est un fait. Ça ne justifie pas forcément tout, mais c'est un fait. Ça fait que dans la cartographie des priorités, tout change. Il faut d'abord sécuriser le pays. Il faut aussi trouver des moyens pour que la santé marche. Il y a l'éducation qui est là. Une fois que tout ça est réglé, peut-être qu'on peut vraiment penser à autre chose. Mais à un certain moment, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas régler les problèmes isolément. Parce que je dirais que c'est comme un système. Donc à un certain moment, quand on a changé, on est passé de la transition à un pouvoir démocratiquement élu, mais le dossier était là. Mais ce qu'on doit remarquer, c'est que depuis 2008 jusqu'à 2021, aucun régime n'a remis en cause ce processus. Aucun régime n'a remis en cause ce processus. Ça veut dire que c'est un projet qui est légitime. Et tout le monde est unanime à dire que l'assurance maladie, c'est vraiment un outil important pour vraiment un développement intégré du Burkina Faso. Donc pour nous, l'impatience, parce que nous maîtrisons qu'on appelle ce que nous faisons, nous voulons que ça aille plus vite. Mais quand vous posez vos préoccupations, à côté d'autres préoccupations, vous ne pouvez pas imposer votre calendrier à l'autorité politique qui est responsable de la réussite ou de l'échec de la politique. Donc c'est là, je dis, peut-être qu'il faut relativiser parce que on n'a pas toutes les cartes en main. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire comme précision. D'accord. Vous êtes à l'émission Chrono Citoyen de l'ONG Diaconia et ça se passe sur la télévision True TV, mais aussi sur la radio Watt FM qui émet sur la 100.8. Vous pouvez appeler au 25 36 04 04 ou taper sur le www.presimetre.bf pour effectivement interagir. Vous pouvez poser des questions, faire des contributions. Alors nous évoluons dans le cadre de cette émission et en tout cas le téléphone il est ouvert, donc vous pouvez poser des questions, vous pouvez intervenir. Donc nous ouvrons le téléphone, le 25 36 04 04. Madame, Monsieur, vous êtes à l'émission Chrono Citoyen et aujourd'hui c'est consacré à l'assurance maladie universelle au niveau du Burkina Faso. Alors Monsieur Ouedraogo, vous avez bien écouté les différents acteurs, il y a les mutualistes qui sont là, si je peux me permettre de vous appeler ici. Voilà, il y a les concernés eux-mêmes qui sont là, mais aussi ils ont commencé avec les personnes indigentes comme ils le disent. Alors vous, au niveau du réseau d'accès aux médicaments essentiels par rapport à cette application sur le terrain, est-ce que déjà il y a des retombées pour ceux qui sont concernés par la mise en œuvre? Est-ce que vous le percevez? Ok, merci beaucoup. Effectivement, le RAM a été également bénéficiaire de l'ONG Diaconia dans le cadre du projet de suivi de la gouvernance et de la rédivabilité dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Et nous intervenons dans la région de Haut-Bassin, dans 3 communes principalement, parce que en fait, comme l'assurance maladie universelle pour le moment est dans des phases pilotes, parce que depuis 2008 nous sommes toujours en train d'apprendre à voler, donc nous sommes toujours dans la phase pilote. Et ce que je peux dire par rapport à votre préoccupation, à votre question tout droit, c'est qu'effectivement depuis pratiquement depuis mars, il y a eu effectivement donc des acteurs, des bénéficiaires qui ont témoigné avoir eu les services de l'assurance maladie universelle. Mais je note que c'est quelque chose qu'on avait promis officiellement depuis le 1er janvier. Et il y avait même eu aussi, avant cela, je pense que vous aurez constaté que avant la campagne, le lancement de la campagne présidentielle, on a eu un lancement pas vrai entre-temps. Bon, entre-temps aussi, on ne sait pas comment ça s'est passé.
passé, ça s'est un peu stoppé d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pour dire qu'il y a effectivement donc un début d'effectivité sur le terrain. Nous avons constaté dans la zone donc de Bobo, Oundé et Koumbia, dans les communes que nous intervenons, nous avons un début donc d'effectivité. Mais je voudrais, si vous me permettez aussi, quand même réagir sur certains éléments. Oui, allez-y. Voilà, parce que vous savez, au Burkina Faso, quand il s'agit maintenant donc des questions des populations locales, on trouve tellement d'arguments pour expliquer un peu les questions de l'État. Maintenant, la question donc du terrorisme et de la maladie Covid là, c'est devenu tellement donc des astuces pour dire qu'à cause de ça, on n'arrive pas à faire telle chose ou telle chose. Alors que si c'est pour créer par exemple des institutions, il n'y a pas tellement de calcul sur cette priorité-là. C'est pour dire que pour nous, l'assurance maladie universelle, il y a des expériences qui ont été faites, il y a des études qui ont été faites. Et le pays, on n'avait pas véritablement besoin de faire tout ce processus donc de temps. Jusqu'à présent, je pense que les acteurs sont là. Si on les demande même, c'est-à-dire quel est le processus même pour passer à l'échelle, on est toujours dans un débat assez compliqué. Comme vous l'avez demandé tout à l'heure, même par rapport à l'ancrage, vous aurez constaté qu'il y a même quand même un certain nombre de débats internes, parce qu'effectivement il y a le Premier ministère, mais il y a même aussi le ministère de la Santé qui s'occupe donc des formations sanitaires dans lesquelles les bénéficiaires doivent avoir donc les soins. Il y a la CNAMI qui doit payer. Donc il y a tout ce magma de discussion qui est là, alors qu'on a les expériences qui sont là, qu'on devrait pouvoir quand même tirer et aller donc de l'avant. Donc ça, c'est des préoccupations. Moi, je pense que ce n'est pas des raisons assez objectives. Et jusqu'à présent, vous voyez ce qu'on a fait, pendant quand même de 2008 à 2020, ça fait pratiquement 12 ans, et on a commencé pour les personnes indisantes. Et là aussi, notre inquiétude à l'heure actuelle, parce que on sait ce qui se passe dans le cadre donc, de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. On dit que on commence pour les personnes indisantes, elles vont aller dans les centres de santé, ne pas avoir donc les services, et ça c'est un autre problème qu'on va ouvrir encore comme problématique. Et ça c'est des choses qu'il va falloir qu'on essaie de voir comment il faut résoudre de manière beaucoup plus structurelle. Sinon, ce n'est pas... Voilà. Et je voudrais également noter que la CNAMI au ministère de la fonction publique de la protection sociale, parce qu'on avait pensé qu'il fallait qu'on pouvait prendre en charge, ou du moins on pouvait commencer par donc, les travailleurs, donc j'allais dire ceux qui sont déclarés. Mais jusqu'à présent, il y a toujours aussi un débat là-dessus. Voilà, il y a toujours un débat assez compliqué, j'allais dire, où on n'arrive pas. Je pense que la CNAMI est là. Peut-être qu'ils peuvent nous dire à quand ça va commencer cela. Parce que c'est cela qui veut faire la pérennité du système. Sinon, actuellement, c'est très bien de commencer par les indigents. Nous, le RAM, on soutient véritablement la question des indigents. Mais tant qu'on ne fait pas la soutenabilité de ceux qui payent, ça va être très compliqué. Parce qu'actuellement, c'est dans la caisse de l'État qu'on puisse directement pour payer les indigents. On devrait avoir des gens qui vont contribuer pour pouvoir effectivement faire le partage des risques. Parce que l'assurance maladie, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui contribuent. On contribue ensemble et on essaie donc de partager les coûts pour que la santé devienne moins chère. Mais si c'est directement dans la caisse, après, ça va finir, on va dire, et on se regarde encore comme au niveau donc, de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Donc ça, c'est vraiment un danger pour nous que nous soulignons. Et il va falloir véritablement accélérer donc, le processus pour la prise en compte des personnes donc, déclarées et effectivement dans l'assurance maladie universelle. Merci, Monsieur Ouedraogo. Nous allons prendre des messages déjà sur la plateforme presimètre.bf. Avant de continuer, et le premier intervenant c'est Monsieur Boma Nebié qui intervient au niveau du centre, depuis la région du centre-est. À quand l'opérationnalisation de l'extension et de la couverture totale de l'ensemble des Burkinabés par l'assurance maladie universelle au regard des avantages que présente le régime assurance maladie universelle? Alors Monsieur Nengani, naturellement cette question s'adresse à vous. Ok. Merci. À quand l'opérationnalisation du RAMU? Oui. C'est une question très pertinente. Mais je dirais simplement que pour l'instant, je ne saurais répondre à cette question parce que la CNAMI, comme je l'ai dit, est un organisme de gestion du RAMU.
Et la CNAMU a 2 tutelles, le ministère en charge de la protection sociale et le ministère en charge des finances. En réalité, la réponse à cette question, c'est au niveau gouvernemental qu'on peut répondre. Ce que je peux dire déjà, c'est que techniquement, beaucoup de choses sont faites pour que dès qu'on décide de commencer l'extension aux cibles qui ne sont pas des personnes indigentes, qu'on puisse commencer. C'est ce que je peux dire. Mais je voudrais aussi réagir aux réponses de M. Ouedraogo, que j'apprécie. Et je tenais aussi à préciser que le RAM fait partie intégrante aussi de... participe aussi à l'opérationnalisation du RAMU. Parce que le RAM est dans le conseil d'administration en tant que représentant de la société civile. Donc tout ce qui est là, que ce soit bon ou pas, c'est la CNAMU, sa direction générale, son conseil d'administration qui sont responsables. Mais l'autre rectification que je voudrais faire, parce qu'il a semblé faire comprendre que la CNAMU est au ministère en charge de la protection sociale parce qu'on croyait qu'on allait prendre en charge rapidement les fonctionnaires. Je ne sais pas d'où il tient cette information. Alors, je vais interrompre pour prendre un monsieur qui nous appelle de Waiguia avant de continuer. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Monsieur Kende, vous nous appelez depuis Waiguia. Oui, j'appelle depuis Waiguia. Vous êtes en direct, posez votre question et nous vous écoutons. Ah, ok. Mais tout d'abord, je vous remercie beaucoup. Merci bien. Concernant l'émission, vraiment, je vois que, en tout cas, ça est d'actualité. Mais maintenant, la question que je voulais poser, oui. Puisque moi, je suis dans la commune de Waiguia, bon, en fait, je fais partie d'un comité de veille qui a été installé. Voilà, mais à nos jours, jusqu'à l'heure là, on est en train... Allô? Oui, nous vous écoutons. Vous êtes en direct. Allez-y. Voilà, oui. Bon, notre devoir premier, c'était d'approcher la population, voilà, pour pouvoir les sensibiliser par rapport à l'implémentation de l'assurance maladie. Mais bon, jusqu'à ce jour, moi je vois que, bon, à travers nos tournées de proximité, je ne vois pas un seul bénéficiaire actuellement qui bénéficie de ces soins-là. Si je dis un seul bénéficiaire, même c'est trop dur, parce qu'une seule personne qui a été ciblée, même qui a été ciblée en tant que telle, et qu'après ils vont venir lui remettre une carte, on n'a pas vu jusqu'à ce jour. Puis on nous a fait savoir, nous a fait comprendre qu'il y a des cartes qui vont venir distribuer aux gens pour qu'ils puissent rentrer, pour qu'ils puissent bénéficier de ces soins-là. Mais jusqu'à présent, une seule personne, nous n'a pas vu ici, qui dit même qu'il a été ciblé, à plus forte raison qu'il a bénéficié d'une carte. Donc, vous voulez savoir si les cartes vont venir? Je voulais savoir si les cartes vont venir et encore dans nos différents aides sanitaires, là, c'est qui et qui ont été ciblés. Parce que ces intéressés là même, c'est que nous on doit travailler avec là même, on ne les trouve pas au fait. Voilà, on voulait l'identité même de ceux qui ont été ciblés, parce que bon, au moins du ciblage, on n'a pas été impliqué. Mais pourtant, ils disent... D'accord, M. Kende, merci, mais ils disent qu'ils ont ciblé les personnes indigentes, mais il y a M. Lengani qui va vous répondre. Vous restez connecté, nous vous disons merci d'avoir posé votre question. Alors, M. Lengani, ils disent qu'ils n'ont pas encore reçu les cartes, ils cherchent des gens, vainement. Comment est-ce qu'on est arrivé dans une telle situation? Ok. Bon, je dirais merci à M. Kemde pour le travail qu'ils font sur le terrain. Et seulement ce que je peux dire, peut-être qu'il n'a pas toutes les informations. Et pour les personnes indigentes, il faut dire clairement que ce n'est pas la CNAMU qui fait le ciblage des personnes indigentes. Okay. Ça, il faut que ça soit clair. Et la CNAMU a eu cette liste des personnes indigentes avec quelle structure? Nous avons des structures qui sont reconnues dans ce domaine. J'ai cité là le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale, qui est un grand partenaire avec qui nous travaillons. Et c'est une structure qui est logée au niveau de la primature. Donc, cette structure a fait un travail formidable d'identification ou de ciblage des personnes vulnérables. Ensuite, nous avons d'autres ONG qui interviennent dans le domaine du ciblage des personnes indigentes. Nous avons l'ONG ASMAT, Association Songé Mangré pour le développement. Voilà, aide au développement endogène.
nous avons aussi l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales qui a fait le ciblage dans les zones de Pabré et de Koubri. Donc nous avons capitalisé ce travail formidable qui a été fait par ces acteurs-là. Mais quand on prend la zone du nord, Waïguya, et quand je dis qu'il n'a pas les informations, peut-être il n'a pas les informations précises, nous avons environ 2857 personnes qui ont été ciblées à Waïguya. 2800, c'est pas nous qui avons fait, ils peuvent s'approcher même de SPCNPS pour prendre. C'est pourquoi je dis, souvent on peut aller vers la source aussi avant d'aller sur le terrain pour confronter ce qu'on a, comment on appelle ça, des structures habilitées et pour les confronter à la réalité sur le terrain. Maintenant, l'autre aspect sur cette question, il a dit pour l'instant, ils n'ont pas encore de cartes. Là, il a totalement raison. Parce que le processus de ciblage est fait, nous avons reçu les listes, on a fait l'enrôlement et l'enrôlement ça consiste à prendre les informations complémentaires sur toutes les personnes qui ont été ciblées et à prendre les photos en vue de produire des cartes d'assurés pour ces personnes là. Mais au jour d'aujourd'hui, je pourrais dire qu'on a rencontré des difficultés dans la production des cartes et quelques personnes indigènes ont commencé à avoir leurs cartes. Et quand je prends la zone de le centre, Koubri, Pabré, le haut bassin, et il est là, il peut témoigner. Et on prend aussi la commune de Dédougou. Ils ont aussi eu les cartes et les prestations ont commencé. Donc, monsieur Kiembe qui a posé sa question, peut-être que pour être plus efficace sur le terrain, et moi je lui recommande peut-être avant d'aller de prendre les informations à la CNAMU. Et s'il y a des difficultés pour rencontrer ou pour vraiment comprendre certaines informations sur le terrain, nous on peut leur expliquer. Nos portes sont ouvertes. C'est pas quelque chose qu'on cache, c'est une transparence. Et c'est pourquoi la société civile est représentée dans le conseil d'administration. Tous les rapports qu'on fait, la société civile est au courant. Donc, monsieur Wedago ne dira pas le contraire. D'accord, ok. D'accord, donc les cartes, si je résume, les cartes ont commencé à être distribuées dans certaines localités. Les hauts bassins ont été effectivement sont concernés, vous confirmez? Oui, monsieur Sanon. Je confirme. D'accord, les cartes ont commencé à être distribuées effectivement au niveau de la région des hauts bassins. C'est ça, depuis le mois de février, nous avons eu un certain lot qui représente pour la ville de Bobo-Dioulasso à peu près 55% de ce que nous attendons. Et pour Koumbia, ça représente à peu près 75% ainsi que Houndé. Voilà, mais bon, pour revenir un peu quand même à la question du ciblage même des personnes indigènes, il faut reconnaître que quand même il y a eu, même si c'est un travail qu'on appellerait de formidable, il y a eu quand même des insuffisances qu'il faut qu'on note pour l'amélioration des actions futures. Voyez-vous, même si le ciblage a été bien fait, si le ciblage date de 2016, pour être mis en œuvre en 2020, vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu, d'où l'on pourra parler des personnes perdues de vue. Et dans ce mot perdu de vue, nous avons des déplacés, nous avons des décès, nous avons aussi des jeunes filles peut-être qui sont mariées, qui sont allées dans d'autres contrées. Et bon, il y a beaucoup de choses. Donc quand même, cette liste avait besoin d'être actualisée pour être plus conforme à la réalité du moment, du temps donné même que la question d'indigence, elle est dynamique. On ne devient pas indigent pour toute sa vie. Donc quand on va prendre une liste de 2016 pour l'appliquer à une action de 2020, 2021, voyez-vous que quand même ça fait des insuffisances. D'accord, effectivement, il faut reconnaître qu'il y avait la nécessité d'actualiser. Alors il y a un message sur le site www.presimètre.bf que nous allons porter à votre connaissance avant de continuer. Il s'agit du message de M. Bayala Bouman Serge qui nous écrit depuis la région de l'Est et qui dit: en France, tout le monde bénéficie de l'assurance maladie universelle en
cotisants. Quel est le modèle appliqué au Burkina Faso? Comment se feront les cotisations étant donné que tout le monde ne travaille pas? Est-ce que le chef de famille qui paye pour les autres membres de la famille? Donc, Monsieur Lengani, la question, s'il vous plaît, je peux reprendre la question pour Monsieur Lengani. Et quel est le modèle appliqué au Burkina Faso? Comment se feront les cotisations étant donné que tout le monde ne travaille pas? Est-ce le chef de famille qui paie pour les autres membres de la famille? Donc, M. Lengani, vous allez répondre avant que je ne passe la parole à M. Gandema. Ok. Merci à M. Bayala. Je dirais que c'est mon petit esclave Bayala. La France, c'est vrai, on cotise. L'assurance maladie, comme je l'ai dit, ça fait partie de la branche contributive de la protection sociale. Ça veut dire qu'au Burkina Faso, pour avoir droit à l'assurance maladie universelle, il faut cotiser. Mais pour l'instant, il y a quelques textes qui restent à être adoptés, notamment le décret portant panier de soins, qui est un ensemble de prestations dont auront droit les assurés CNAMU. Et le coût du panier de soins qui doit déterminer le taux de cotisation. Mais pour pouvoir maîtriser cela, il y a une étude actuarielle qui a été réalisée. Et cette étude actuarielle a proposé des scénarios de cotisation. Et on a deux cas de figure ici. On a parlé des personnes indigentes. Les personnes indigentes cotisent également à la CNAMU. Mais seulement, c'est l'État qui doit cotiser au nom de ces personnes indigentes à la CNAMU. Contrairement à ce que M. Ouédraogo disait, ce n'est pas les autres assurés qui vont cotiser pour les personnes indigentes. On ne va pas prélever dans leur cotisation. En réalité, ils sont les assurés comme tout le monde au regard de, comment on appelle ça, de la CNAMU. Et l'État cotise. Si la cotisation fait par exemple 10 francs, et que moi qui ne suis pas indigent, je cotise, l'État, en fonction de sa capacité financière, si l'État veut qu'on prenne en charge les indigents dans les 4 régions pilotes, l'État cotise les 10 francs par indigent auprès de la CNAMU. C'est comme ça le scénario au Burkina Faso. Et deuxièmement, pour les membres de la famille, et quand je répondais à la question qu'est-ce que le RAMU, j'étais revenu sur ça. J'ai dit, quand on prend les bénéficiaires du RAMU, il y a d'abord la personne qui cotise. Ça peut être l'époux ou l'épouse. Il y a aussi l'autre époux qui ne travaille pas. S'il ne travaille pas, et cet époux ou cette épouse est considérée comme une personne à charge de celui qui cotise. On ne cotise pas individuellement pour chacun. Le taux de cotisation qui sera retenu, ça sera pour toute la famille. Donc il y a les époux, les personnes à charge, les enfants à charge, et les enfants à charge, le nombre n'est pas limité au Burkina Faso au regard de notre loi. Et pour cela, on dit l'enfant est à charge jusqu'à 21 ans. J'avais dit ça. Et jusqu'à 26 ans s'il travaille, et à vie si il est étudiant. Si poursuit les études. Voilà, je m'excuse. Voilà. Donc à vie si l'enfant malheureusement est une personne handicapée infirme qui ne peut pas exercer une activité lucrative. Donc voici un peu les bénéficiaires de notre RAMU. Donc voici c'est clair. Alors monsieur Gandema de la je voulais revenir un peu sur. J'étais en train de répondre à quand l'appel de monsieur Kende est venu. Voilà. Okay, allez-y. Quand il disait que la CNAMU est au niveau du ministère en charge de la protection sociale parce qu'on voulait que la CNAMU prenne rapidement en charge les personnes, les fonctionnaires. Oui. Pour moi, c'est essentiel de revenir sur ça et de rectifier. Et j'avais dit que je ne sais pas d'où il tient ces informations. Mais j'ai aussi relaté ici les attributions de chaque ministère. Le ministère en charge de la protection sociale là s'occupe de la protection sociale. Et la CNSS est là, c'est un établissement public de prévoyance sociale. La Carrefour aussi. Le Burkina Faso est dans une organisation qu'on appelle la CIPRES, la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Et il y a un socle juridique de la sécurité sociale qui a été adopté. Dans ce socle, il est dit clairement que l'assurance maladie universelle doit être gérée par le ministère en charge de la protection sociale. Et tous les États qui sont membres de la CIPRES et dont l'assurance maladie a été confiée à d'autres ministères, il leur a été demandé de se mettre à jour. Donc, c'est la raison qu'il a donnée et je ne peux pas confirmer cela. Et également, il avait semblé lier le début des prestations avec la campagne, je ne sais pas,
si je l'ai bien compris. Le lancement à Pabré. Le lancement à Pabré, il a parlé de campagne. Je ne sais pas si c'est la campagne. Quelle campagne? C'est la campagne électorale. Vous avez dit. Il y a eu, avant le début de la campagne électorale, nous avons vu, c'est pas un beau matin, qu'il y a eu le lancement donc, effectivement donc, de l'assurance maladie universelle. À Pabré, on a même présenté des cartes. Voilà, après, j'ai appris que même certaines cartes ont été retirées parce qu'il y a eu des problèmes de fabrication des cartes ou des noms, des trucs comme ça. Je pense que ça, c'est des choses qu'on peut même vérifier. Donc, voilà. Donc sur cette information, je voulais revenir également parce que on l'a dit, l'assurance maladie n'est pas un programme politisé. C'est peut-être politique parce que c'est géré par des hommes politiques. C'est dans leur programme politique. Mais ce n'est pas un programme politisé. Et deuxièmement, on a lancé le début des personnes. Pourquoi? Parce que quand on a ciblé les personnes indigentes, on a fait l'enrôlement. Les premiers qui ont bénéficié des cartes, c'est ceux des communes rurales de Koubri et de Pabré. Vous pouvez aussi vérifier cela. Et ensuite, quand on a remis les cartes, l'objectif c'est ça. Quand on donne les cartes pour être... Monsieur, ça nous peut-être au cours de la discussion revenir sur ça. Quand on remet les cartes, c'est pour pouvoir déceler les insuffisances éventuelles. On retourne et on corrige, on les renvoie. Et deuxièmement, et troisièmement, il faut dire que l'assurance maladie universelle, les prestations effectivement commencé dans ces localités le 7 septembre 2020. Ça peut se vérifier également. D'accord. Ok, nous prenons M. Sankara au téléphone qui nous appelle. C'est d'ici Ouagadougou, c'est à Ouagadougou ici, avant de continuer. Bonsoir, M. Sankara. Bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Ouais, je voudrais participer à l'émission. Vous y êtes. Et c'est la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle au Burkina. Ok. Je pense que c'est une bonne initiative de l'État. Mais c'est les mesures, dans quelle mesure l'État va réussir à faire ça. Puisqu'aujourd'hui, on a tendance à quelque chose, quand on parle d'assurance des mutuelles, on ne voit seulement que les fonctionnaires publics. Et ceux du privé, qu'est-ce que l'État envisage de faire pour eux? C'est ma question. D'accord, merci bien. Alors, en ce qui concerne les travailleurs du privé, M. Lengani, la question c'est que fera l'État pour eux, parce que lui il a l'impression que ça ne concerne que les fonctionnaires de l'État. Ok. Oui, allez-y. Ok. Et l'assurance maladie ne concerne pas uniquement les agents publics. Et l'assurance maladie, le caractère universel veut dire que tous les Burkinabés. Et quand j'ai dit les personnes physiques, toutes les personnes physiques vivant au Burkina Faso, ce n'est pas que des Burkinabés. Toutes les personnes vivant au Burkina Faso sont concernées. Que tu sois du secteur public, du secteur privé, que tu sois dans l'économie informelle, que tu sois malheureusement une personne qui ne peut pas subvenir à ses besoins, tu es concerné. D'accord, très bien. Alors donc tout le monde est concerné. Oui. Alors mais comment est-ce que ça va fonctionner? Je pense que c'est beaucoup plus là sa préoccupation. Comment est-ce que ça va fonctionner? Je pense que vous l'aviez dit, c'est des cotisations à faire pour que en cas de situation, en cas de besoin, cela puisse être prise en compte. Mais pour le moment, cette phase opérationnelle n'a pas encore commencé. C'est bien ça. Comment ça va se faire? Bon, je n'ai pas voulu rentrer dans des éléments techniques. C'est pourquoi je suis allé directement aux bénéficiaires. D'accord. Parce que quand on prend notre système, on parle des assujettis d'abord. Et là, on parle des personnes morales ou physiques qui emploient au moins une personne. Quand tu travailles avec quelqu'un, déjà la personne morale, l'employeur est une personne assujettie. Et pourquoi l'employeur est assujetti? C'est pour qu'il puisse aussi faire face aux obligations au regard de la loi portant un régime d'assurance maladie universelle. Cette obligation, c'est quoi? La loi dit clairement que l'employeur doit contribuer à la cotisation du salarié, qu'il soit public ou privé. Et deuxièmement, c'est l'employeur qui est responsable du prélèvement des cotisations et du reversement au niveau de l'organisme de gestion du RAMU. Voici comment c'est prévu. D'accord, très bien. Alors, monsieur Gandema, vous êtes avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association Semences d'Espérance Sud. Alors, il y a des ciblages qui ont été faits. Est-ce que vous travaillez avec ces personnes qui ont été ciblées? Voilà, en fait, dans le cadre de la mise en œuvre des actions sur le terrain. Dans notre projet d'implication des communautés,
dans la veille et le suivi de l'implémentation de l'assurance maladie universelle dans la région du Nord. Et notre première tâche était d'abord d'identifier avec les comités de veille que nous avons mis en œuvre. Et M. Kemde, je rappelle, est un président de comité que nous avons mis. Ah, vous connaissez? Voilà. Okay. C'est un responsable de comité de veille, notamment dans l'aire sanitaire de Cap-Alin. Donc, quand nous avons entrepris de démarrer notre projet, nous avons cherché à vérifier, puisque le ciblage était fait par les organismes de gestion délégués et les autres institutions que M. Lengani a évoquées. Nous avons cherché, dans la bonne logique, d'identifier d'abord ces personnes indigènes qui ont été ciblées, parce que dans la région du Nord, selon les indications que nous avons reçues de la CNAMU, il y a plus de 2600 personnes qui ont été identifiées et ciblées. Et avec les comités de veille, que nous avons capacité, que nous avons renforcé les capacités, leur rôle et leur mission était d'abord d'identifier ces personnes ciblées. Après l'identification de ces personnes ciblées, il va suivre maintenant un suivi en fait de la réalité et de l'existence en fait de ces personnes ciblées. Mais en fait depuis 8 mois sur le terrain, avec ces comités locaux de veille, nous cherchons encore ces personnes ciblées. Et vous ne les avez pas retrouvées? Pour le moment, ils existent, mais nous ne les avons pas encore identifiés. Comment ça? Nous avons essayé de contacter la CNAMU pour avoir la liste de ces personnes, pour les mettre à disposition des comités locaux de veille, mais nous n'avons pas encore reçu les listes en question. Nous ne sommes pas là pour indexer qui que ce soit, mais en tout cas, je ne peux pas aussi me désolidariser de nos comités locaux de veille que nous avons vus. Et lors de notre réunion de février, ça a été un peu chaud. Et les comités locaux de veille estiment qu'en réalité, il y a beaucoup de lenteur dans la mise en œuvre et l'opérationnalisation de l'AMU, et nous avons besoin de preuves. Et nous les rassurons en disant qu'effectivement, il y a un début d'opérationnalisation dans la zone de Pabré, de Koubri, et nous sommes aussi ravis d'apprendre aussi qu'au niveau de la région des Hauts-Bassins, il y a aussi des personnes qui ont commencé à recevoir les cartes. Donc c'est ça en fait la grande difficulté et les conséquences des lenteurs en fait de l'implémentation de l'assurance maladie universelle. Alors, mais en attendant de trouver ces personnes-là, comment est-ce que ça évolue? Parce que moi, la question, monsieur Lengani a présenté, on est à plus de 2000 personnes au niveau de la région du Nord, donc au niveau de Weyouia. Vous n'avez pas encore localisé au moins une personne? Bon, nous avons fait le travail d'investigation avec ces comités locaux de veille qui sont généralement aussi des personnes aussi ressources. Et lors de nos différentes activités de renforcement des capacités avec les personnes ressources, les gens en fait n'ont pas encore à leur connaissance en fait la liste des personnes en fait qui ont été ciblées. Donc c'est peut-être l'occasion pour nous aussi, à travers ce plateau aussi, d'inciter la CNAMU à communiquer rapidement aussi ces listes pour permettre aux populations de s'assurer que l'assurance maladie universelle, c'est pas un leurre, c'est une réalité. Alors, M. Lengani, naturellement, il est là, il a des chiffres. Peut-être que aussi il a la liste que vous cherchez et peut-être pourra le mettre à votre disposition. C'est aussi avec plaisir. C'est aussi l'intérêt de cette émission. Alors, il y a une question au niveau du site Présimètre que nous allons prendre avant de continuer. C'est une question de Madame Pouya qui nous écrit depuis la région du centre-est. Et la question c'est, y a-t-il une différence entre un bénéficiaire du mutuel et un bénéficiaire de l'assurance maladie universelle? Ont-ils les mêmes avantages? Est-ce que l'un exclut l'autre? Effectivement, c'est une question très pertinente. Y a-t-il une différence entre un bénéficiaire d'une mutuelle et un
bénéficiaires de l'assurance maladie universelle ont-ils les mêmes avantages? Est-ce que l'un exclut l'autre? Alors, les deux acteurs d'ailleurs sont côte à côte, l'homme des mutuelles et puis... Alors, monsieur, je vais vous permettre de répondre avant de passer la parole à monsieur Lengani. Alors, monsieur Sanou, est-ce que l'un exclut l'autre? Bon, je ne pourrais pas dire que l'un exclut l'autre, mais pratiquement c'est le même panier de soins. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre... Puisque en l'état actuel des choses, la CNAMI a contractualisé avec les organismes délégués de gestion qui, à leur tour, ont travaillé avec les mutuelles. Et donc, dans la convention de prestation de soins, les indigents ont été soumis au panier de soins déjà appliqué par les mutuelles. Donc, concrètement dit, la différence réside au fait que le ticket modérateur qui est payé par les bénéficiaires des mutuelles à un certain taux est totalement pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie universelle qui reverse les 100% des montants dus par indigent aux mutuelles pour faire face aux prises en charge sanitaires des personnes inscrites. Tandis qu'au niveau des mutualistes, ils ont payé un certain montant et ils doivent encore payer ce qu'on appelle un certain taux qu'on appelle ticket modérateur au moment où les indigents sont pris en charge à 100%. Donc c'est de là que réside la différence. C'est de là que réside la différence. Voilà. Ok, d'accord. Monsieur Lengani, c'est bon comme explication ou vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être je voulais revenir sur les indigents, comment c'est fait avec les mutuelles. Les mutuelles, oui, ok. Voilà. Donc pour pouvoir prendre en charge les personnes indigentes qui ont été ciblées et enrôlées, nous avons signé des conventions de délégation qui est conforme à la loi avec certains partenaires qui sont sur le terrain. Pour la zone des hauts-bassins et du centre Ouagadougou, nous avons conventionné avec le réseau d'appui aux mutuelles de santé, RAMS. Donc le RAMS a sous-traité avec les mutuelles qui sont dans les territoires dans lesquels il intervient. Et pour la boucle de Mouroun, le Nord et Pabré et Koubri, nous avons conventionné avec l'ONG ASMAT, donc qui sont nos partenaires et à son tour qui travaillent avec les mutuelles qui sont dans son réseau, dans son réseau. Donc, pour les personnes indigentes là, les prestations c'est quoi? Nous avons dit, comme c'est une première phase, et à la différence des mutuelles, il a dit ça, qui payent ou les mutualistes payent un ticket modérateur. C'est la part, une part qu'ils peuvent payer. Ça va de 30%, de 10% à 30% selon les niveaux de prestations. Alors que pour les personnes indigentes ciblées, ils ne payeront rien. Puisque le ticket modérateur est supporté directement par la CNAMU. D'accord, mais est-ce que ces personnes indigentes identifiées sont obligées d'être membres d'une association ou bien d'aller être membres d'une mutuelle? Non, et la délégation, ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont d'office des membres de la mutuelle. On a vendu, pour être terre à terre, on a vendu un service à l'ONG ASMAT et l'ONG RAMS qui travaillent avec des mutuelles partenaires. Okay. Et eux, ils sont chargés simplement de faire en sorte que nos personnes indigentes bénéficient des prestations convenues dans une convention. Mais nous gardons le contrôle de l'effectivité sur le terrain, le contrôle médical ou administratif, et nos équipes de contrôle vont vers les prestataires de soins pour voir est-ce qu'il y a vraiment l'effectivité des prestations qui ont été convenues avec ces mutuelles-là. D'accord. Voici comment ça se passe. Ok, je pense que Mme Pouya a trouvé réponse à sa préoccupation. Si tel n'est pas le cas, elle pourrait effectivement revenir sur le www.presimètre.bf. Vous pouvez également nous joindre en appelant au 25 36 04 04. Le numéro s'affiche au niveau de l'écran. Alors, déjà, nous avons un appel. Bonsoir. 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 C'est monsieur? Monsieur Ouattara Adrien, Bobo Dioulasso. Alors, monsieur Ouattara, vous nous appelez depuis Bobo Dioulasso, nous vous écoutons. Vous êtes en direct.
En tout cas, nous remercions pour l'initiative de cette émission. Merci bien. Alors, en écoutant M. Lengani, le juriste au niveau du clan, oui. Il a parlé pour l'adoption du panier de soins. Il doit avoir un décret pour déterminer le panier de soins. Oui, c'est ça. Alors, depuis que vous avez commencé l'émission, chacun parle, on tourne, personne ne nous dit la cotisation. Si aujourd'hui les indigents ont commencé à bénéficier des prises en charge dans la formation sanitaire, est-ce qu'ils peuvent nous dire exactement, présentement, combien de francs ces indigents-là payent au niveau de chaque mutuelle de santé? D'accord. Combien payent les indigents au niveau des mutuelles de santé? Voilà, combien payent les indigents? Ok. Voilà, en tout cas, merci et bon courage pour la suite. Merci bien. Voilà, la question est claire. Combien les personnes indigentes dont tu as été identifiées payent au niveau des mutuelles? Ok. Et merci à M. Ouattara. Et effectivement, j'ai parlé du panier de soins qui n'a pas été adopté, et qui est aussi nécessaire pour pouvoir parler de taux de cotisation. On a parlé de ça, mais il faut être précis sur ces points que ces deux décrets n'ont pas encore été adoptés. Et maintenant, pour ce qui est des personnes indigentes, et je l'ai dit tout à l'heure, ces personnes ne sont pas des mutualistes. Donc, ce que je peux dire, puisqu'il y a un panier de soins qui est déjà évalué au niveau des mutuelles, nous prenons ça en charge, puisqu'ils ont un taux de cotisation qui tourne autour de, ça dépend des mutuelles, 3 000 et quelques, il y en a qui ont 10 000 francs. Maintenant, selon les cas, nous avons négocié avec ces mutuelles-là pour prendre en charge ce panier de soins-là. Donc, c'est-à-dire les personnes indigentes ne cotisent pas. Ils ne cotisent pas. C'est l'État qui paye leur cotisation. D'accord. Donc, quand on paye ça, mais nous avons aussi l'ONG ASMAR, l'ONG RAMS, qui font un travail. Et ce travail, c'est quoi? Puisque la délégation de fonction, là, ça veut dire que ces ONG vont travailler pour le compte de la CNAMU. Parce que si on doit laisser les équipes de la CNAMU qui n'ont même pas étoffé, aller faire chaque fois des sorties pour aller vers les hauts bassins, pour aller voir comment les choses se passent, pour aller vers la bourre de monde, comment les choses se passent, ce sera très coûteux. Donc, il y a ce suivi que ces ONG font qui sont aussi prises en charge par la CNAMU. Voilà, donc, mais je n'ai pas une idée claire du coût de puisque c'est sur facture, on paye les déplacements, et s'il y a une activité, on prend en charge et on essaie de voir pour mutualiser nos ressources également. D'accord. Merci, voilà, c'est très bien clair par rapport aux personnes indigentes. Alors, M. Sanou, à Bobo Dioulasso, par rapport à l'identification des personnes qui ont été ciblées, est-ce qu'il y a eu de la difficulté comme à Waïguia? Et si on répondait à Waïguia d'abord? Je voulais dire quelque chose Voilà, je voulais dire quelque chose sur Waïguia. Je suis d'accord avec M. Gandema. Ils ont des acteurs sur le terrain qui font ce travail-là. Mais ce que je note, eux, ils disent qu'ils n'ont pas reçu de liste. Et ils sont sur le terrain pour chercher quel indigent. C'est ce que j'ai noté. S'ils n'ont pas de liste, en réalité, le travail ne doit pas se faire. Et pour moi, est-ce que ce n'est pas plutôt un travail de coordination entre nos différentes structures? Je ne rejette pas la balle sur votre ONG. Est-ce que ce n'est pas un problème de coordination plutôt? Nous avons, même si la CNAMU n'a pas donné des données, il y a un acteur sur le terrain, l'ONG ASMAR avec des mutuelles, qui a des données. Nous avons aussi le SPCNPS, qui est une structure publique, qui ne va jamais refuser de vous donner des données. Est-ce que vous avez sollicité ces données à tous ces acteurs sur la chaîne qui ne vous ont pas donné? C'est ce que je voudrais comprendre. Voilà. Donc, par rapport à par rapport à cette préoccupation, nous faisons partie du programme de renforcement de l'engagement citoyen et de la responsabilité des gouvernants avec l'ONG Diaconia. Lors de nos rencontres, nous avons manifesté cet intérêt d'avoir en fait ces listes. Lors des suivis aussi de Diaconia sur le terrain, nous avons été confrontés à cette difficulté et nous avons dit ensemble, nous allons œuvrer à avoir ces listes. Mais je dis, nous ne dénonçons pas la situation, mais nous avons été confrontés à la difficulté d'avoir réellement les listes. Ça peut être un problème de coordination, mais l'effet est réellement là. Nous avons sensibilisé les populations, nous avons installé
nos comités pour faire effectivement le travail de veille. Mais comme nous le constatons, il y a vraiment des lenteurs significatives au niveau de la région du Nord. Et ce que nous souhaitons, c'est un cri de cœur et que réellement le processus aussi dans la région du Nord puisse aussi avancer comme dans les autres lieux. C'est-à-dire, l'interpellation de M. Kiemde n'est pas en fait une accusation, mais c'est aussi le fait que nous leur activons une mission par rapport à notre projet, mais ils sont coincés parce que à la fin, désignés par la population, à la fin pour veiller sur la mise en œuvre de l'implémentation de l'assurance maladie universelle, ce sur quoi ils doivent veiller n'existe pas pour le moment. D'accord. Ensemble, c'est l'occasion aussi et aussi de, et comme M. Lengani est là, nous sommes sûrs que peut-être dans la semaine, nous allons avoir nos listes à la grande satisfaction de tous nos comités de veille et aussi de la population du Nord qui a besoin de ces listes-là. Ok, nous l'espérons bien. Alors, donc, merci à M. Kandema. Donc, je vous posais la question de savoir au niveau de la région de Haut-Bassin s'il y a eu ces difficultés par rapport à pouvoir retrouver ces personnes, même si vous dites que elles ont été identifiées en 2016, on commence à l'appliquer en 2020-2021, c'était difficile, mais est-ce qu'il y a eu de la difficulté par rapport à pouvoir identifier, localiser ces personnes-là? Bon, tout d'abord, je tiens à préciser que M. Kandema et ici, nous ne sommes pas dans la même posture, parce qu'il est là en tant qu'une structure de veille. Oui. Vous êtes en tant que mutualiste, un acteur même qui a contribué à l'enrôlement même de ces personnes indigentes. D'accord. Donc nous sommes dans une autre posture, mais cela n'empêche de répondre à la question pour dire qu'effectivement nous n'avons pas eu trop de soucis dans le repérage et dans l'enrôlement de ces personnes ciblées par le SPCNPS. Donc, c'est en gros, nous avons quand même pu avoir un bon taux de ciblage et d'enrôlement qui a tourné autour de plus de 85%. D'accord. Et donc, c'est ces personnes, justement, c'est ces listes qui ont fait l'objet d'informations complémentaires pour l'établissement des cartes d'indigence au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et c'est ces cartes-là qui ont été ventilées à moitié pendant le mois de février. D'accord, nous prenons Aruna qui nous appelle depuis Bobo du Lasso avant de continuer. Bonsoir Aruna. Alors bonsoir. Vous êtes en direct. Ok. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allez-y, il vous entend. Oui. Merci beaucoup. En fait, je voulais vraiment remercier l'initiative, en tout cas de cette émission-là. Je suis un acteur de la mutualité au niveau de la région de Haut-Bassin. Et donc, nous remercions vraiment l'assurance maladie parce que nous l'attendions de longue date. Et nous sommes sur le terrain depuis plusieurs années maintenant pour faciliter l'accessibilité en tout cas des populations aux soins de santé. Et donc, le fait qu'ils aient démarré maintenant parce qu'effectivement, nous étions tous impatients de voir les choses démarrer. Et nous tenons quand même à les remercier par rapport à ces aspects-là. Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse vraiment communiquer autour de la question. Parce que lorsqu'on échange avec les gens, que ce soit les acteurs du privé, les acteurs du public, nous sommes en contact avec pas mal d'agents de santé, mais beaucoup ne comprennent pas le système. Et alors que lorsqu'on doit effectivement aller dans les formations sanitaires pour les prières, on se pose des questions. On dit on ne comprend pas le système, on voit des gens avec des cartes. Et ça nous crée pas mal de soucis sur le terrain. Et donc, nous souhaitons quand même interpeller la CNAMI pour qu'on développe vraiment pas mal d'initiatives en termes de communication pour que les gens soient vraiment dans le bain, quoi. Et ça va faciliter mon travail à tous sur le terrain. Et ce que je souhaite aussi, je voulais demander à M. Lengani, qui a pas un travail formidable au nom de la CNAMI, c'est de nous situer un peu sur l'agenda en fait de les autres activités à venir par rapport à la CNAMI.
vous situer sur les phases pilotes et la suite, comment les choses vont se faire. C'est vrai, tout le monde est impatient, donc on veut vraiment savoir comment la suite va se faire au niveau de la CNAMI. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous retenons que Aouna pose une question, mais aussi fait une suggestion par rapport à la nécessité de communiquer davantage. Mais il y a une question, la suite des autres activités à déployer. Il voudrait avoir de la précision avant que je remette la parole à M. Ouedraogo qui l'a réclamé depuis quelques minutes. Oui, allez-y. J'ai la chance d'avoir la parole encore. Ah oui. Ok. D'accord. Ok, merci à M. Aouna depuis Bobo qui dit qu'il est un acteur mutualiste. Effectivement, pour la zone de Bobo, il faut dire qu'on a eu un bon taux, comme il a dit, qu'on appelle ça, un bon taux d'enrôlement des personnes indigentes. L'enrôlement ici, la différence du ciblage, là, quand on fait le ciblage, nous on fait l'enrôlement pour identifier en réalité ces personnes-là. Voilà. Et avoir toutes les autres informations sur ces personnes. Maintenant, pour son interpellation, je prends acte. Ça, je n'ai rien à dire. On va voir ce qu'on peut faire. Et pour les activités à venir, ce que déjà on peut dire, c'est d'abord de maintenir tout ce qui est déjà un acquis, de maintenir cela, de prendre en compte tout ce qui vient du terrain, ce que les équipes de M. Gandema relèvent sur le terrain, M. Ouedraogo, M. Samou qui est un acteur aussi clé dans cette phase pilote, c'est de corriger déjà les imperfections et on va communiquer. On a une direction de la communication qui est opérationnelle et qui est en train d'actualiser une stratégie de communication pour cette phase-là. Et l'autre aspect, c'est les personnes indigentes. Actuellement, en partenariat avec le Bureau international du travail, le BIT, qui a un projet pour renforcer les systèmes de sécurité sociale, nous avons été retenus, notre pays, le Burkina Faso et le Sénégal, pour nous accompagner dans la couverture des acteurs de l'économie informelle du monde rural. Dans le cadre de ce projet-là, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour être faites, à savoir l'inventaire des mutuelles et même s'il y a besoin actualiser même l'étude actuarielle pour voir est-ce que ça tient compte de l'évolution ou qu'on appelle ça, ça résiste au temps, puisque ça a été fait depuis 2017-2018. Donc, voir si on peut vraiment adapter cela. Donc, il y a un paquet d'activités qui est prévu dans le cadre de ce projet avec du BIT là, auquel le Burkina Faso a adhéré. Et l'autre aspect, c'est travailler à faire adopter les projets de texte. Je l'ai dit, pour l'instant, on dira que ce qui a été adopté, c'est les textes sur l'institutionnel. On a créé la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, on a le conseil d'administration qui est déjà opérationnel, la direction générale est opérationnelle, et nous avons avec le gouvernement a créé aussi le conseil national d'orientation du RAMU. Donc tout ça, je dirais, c'est l'institutionnel. Donc c'est de travailler avec le ministère en charge de la protection sociale, qui est notre tutelle technique, pour faire adopter les textes clés qui sont essentiels même au passage à l'échelle. Et quand on parle de la somme, on a dit, vous voyez, tout le monde parle de cotisation, combien on va nous couper, voilà, et qu'est-ce qu'on aura droit. Donc tout ça, il faut que les textes soient adoptés et les modalités d'immatriculation des personnes physiques, que ces personnes soient du public ou du privé, comment on va les immatriculer et affilier les personnes morales ou les personnes physiques qui ont des travailleurs à leur charge. Voici un peu ramasser ce que je peux dire sur les activités à venir. D'accord. Merci bien. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous avez la parole maintenant. Allez-y. Merci beaucoup. Je pense que c'est... Non, ce que je voudrais revenir très rapidement et noter à M. Legani qu'en fait, je ne suis pas là pour, au nom donc, effectivement donc, de la CNAMI en tant que membre donc, du conseil d'administration, bien qu'effectivement le RAM là-bas pour représenter la société civile. Et notre rôle, c'est aussi effectivement ça, interpeller les acteurs, parce que s'il y a un système qui est mis en place, parce que c'est un système qu'on a lutté pendant longtemps pour avoir, la question donc, de la santé, c'est une priorité et on ne doit pas négocier
travailler pendant longtemps pour effectivement avoir cette priorité-là. Je le dis parce que quand j'ai parlé donc de la question du financement, quand on parle donc de la santé a un coût, même si on dit que la santé n'a pas de prix, mais il y a un coût. Et il faut avoir des médicaments, ou il faut avoir les services pour que les indigents ou les personnes bénéficiaires puissent avoir effectivement ces services-là. C'est tout le défi pour nous, en tout cas nous qui faisons, parce que nous-mêmes au niveau du réseau accès aux médicaments essentiels, nous faisons le contrôle de la gratuité des soins et nous sommes dans le suivi, dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle que nous sommes en train donc de démarrer dans la région donc des Hauts-Bassins. Ça veut dire quoi? Si vous voyez actuellement, comme je l'avais expliqué, le modèle des indigents, c'est très bien, partir directement des indigents, c'est très bien, mais comme il l'a expliqué, ça c'est l'État qui paye d'abord. C'est-à-dire l'État paye la part contributive des indigents dans les mutuelles ou dans les trucs comme ça pour qu'effectivement les indigents puissent avoir accès aux soins. Mais il aurait été intéressant qu'à côté, il y a les autres personnes, les autres contribuables qui payent. Ça va permettre même, en réalité, même si tout le monde, si on arrivait par exemple à mettre tout le monde effectivement même dans la mutuelle, l'État n'était même pas obligé par exemple de payer pour les indigents. En réalité, si les gens contribuent, ça peut même prendre en charge la contribution, même, j'allais dire, ça peut supporter même la prise en charge des indigents. C'est ça la problématique. Donc, en allant directement à cette question donc, de l'État qui paye directement effectivement les indigents, c'est très bien, mais la pérennité, c'est-à-dire la soutenabilité, à un certain moment, c'est ça que nous nous posons comme préoccupation. Parce que à l'heure actuelle, quand nous faisons donc, les tournées dans les formations sanitaires, la plupart des formations, quand tout dernièrement, nous avons fait une collecte dans la région donc de Haut-Bassin, dans la région donc la commune de Houndé, plus de 50% des formations sanitaires ont connu des ruptures. Bon, dans cette situation, comment l'indigent a accès aux soins? Alors que il faut qu'il y ait les prestations dans la formation sanitaire pour que l'indigent puisse avoir. Ça, c'est un défi pour nous qu'il va falloir véritablement assurer. En plus, effectivement, des autres défis liés, effectivement, donc à au renouvellement donc des listes, mais parce que effectivement des listes de 2016 qui sont toujours qu'il faut utiliser maintenant, c'est vraiment donc une situation. Mais il faut vraiment voir comment on continue le financement et comment on assure la disponibilité donc des services dans les formations sanitaires. Si cela n'est pas fait, je pense que ça va être vraiment à un certain moment une sorte donc de coupe pour les indigents. Ils vont aller dans les formations sanitaires, ils ne vont pas avoir les prestations et ça va être encore plus dur pour eux. D'accord. En attendant, nous allons prendre un message sur le présimètre. C'est un message de Yolande Ilboudo qui nous écrit depuis la région du Nord et voici son message. C'est d'ailleurs une question. Quel est le rôle des mutuelles de santé dans l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle? Bon, elle a dit sans l'opérationnel. Je pense que c'est dans. Bon, j'ai deviné, bon, voilà, parce que c'est sans, ça n'a pas de sens. Voilà. Quel est le rôle des mutuelles de santé dans l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle? Le rôle des mutuelles, nous allons vous permettre de répondre, hein, Monsieur Sanou. Ok, merci bien. Comment dirais-je, celle qui a posé la question, Yolande Ilboudo. Alors, donc, avec les commentaires que nous avons développés, je crois que le rôle des mutuelles est très clair. C'est-à-dire à partir des organismes délégués qui nous ont donné leur charge. Vous savez que c'est les mutuelles de santé qui ont les conventions de soins avec les formations sanitaires. Donc, et qui paient les prestations. Donc le rôle des mutuelles de santé, c'est de payer les prestations de leurs membres comme ils le font. Nous allons prendre Monsieur Drago qui nous appelle du Centre Nord avant de vous revenir. Excusez-moi. Alors Monsieur Drago, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct. Ok, merci bien. Je félicite et salue presque toute l'équipe pour vraiment cette initiative qui est louable. Merci beaucoup. La mutuelle de santé est une activité qui est vraiment très intéressante pour toute la communauté. Maintenant, mon inquiétude, c'est par rapport à cette insécurité-là. Comment cette mutuelle de santé pourrait être mise en œuvre dans un contexte d'insécurité et surtout dans des régions ou dans des zones à forte insécurité. Et ce qui s'ajoute également, c'est par rapport à la liste des indigents. Nous avons vu que la liste a été faite depuis 2016. De 2016 à maintenant, c'est vrai qu'il y a des indigents qui se sont ajoutés, et tout comme il y a aussi des indigents qui sont sortis. Mais vu le contexte d'insécurité, quelle est
des critères qu'ils ont pu prendre pour classer les gens comme des indigents. Merci bien. Merci. Voilà, donc vous restez connectés parce que ils vont vous répondre tout à l'heure par rapport aux inquiétudes qui ont été soulevées. Mais en attendant, monsieur Sanou va poursuivre avant qu'on ne puisse répondre aux questions de monsieur Ouedraogo qui se font compte tenu du contexte sécuritaire comment faire et puis par rapport aux critères qui ont été dégagés pour déterminer les personnes indigentes. Alors, donc je disais que dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance maladie, le rôle des mutuelles, c'est de payer les prestations de soins des indigents dans la mesure où la caisse a contractualisé avec les organismes délégués qui, à leur tour, ont sous-traité avec les mutuelles. Donc vous êtes différent des organismes délégués. Exactement, les organismes délégués sont les structures d'appui qui ont contribué à la mise en place des mutuelles. Donc, bien avant. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Donc voilà qui est bien dit par rapport à la question qui a été posée par Yolande. Merci. Voilà. Alors maintenant il y a l'inquiétude compte tenu du contexte sécuritaire, comment on l'enclenche dans cette zone-là, et puis il y a aussi les critères par rapport aux indigents. Il veut savoir quels ont été les critères par rapport au choix. Et puis il se demande aussi est-ce que depuis 2016, est-ce que le nombre des indigents n'a pas augmenté? Monsieur Lengani, c'est une question qui est posée par M. Ouedraogo, qui nous a appelé de la région du Centre-Nord. Okay. Voilà. Je crois qu'avant de répondre à cette question, naturellement, je vais accepter qu'on appelle ça aller dans le sens de M. Ouedraogo. On se comprend très bien. Voilà. Seulement, quand il parlait de la prise en charge des personnes indigentes adossées aux cotisations des autres assurés, ça c'est, je dirais, le Burkina n'a pas choisi cette option, c'est des options. Maintenant, l'autre aspect, la difficulté, quand on a fait l'étude actuarielle, si on devait adosser à ces cotisations, le taux de cotisation allait être élevé. Et même sans ça, on a proposé même qu'on puisse vraiment penser aux pistes de financement innovants pour pouvoir maîtriser le taux de cotisation. Parce qu'on sait bien que dans notre pays, on parle de vie chère. Et effectivement, la vie est chère. Donc, si la vie est chère, il ne faut pas, qu'on appelle ça, que de ces options-là viennent vraiment contribuer à élever le taux de cotisation. C'était ça les résultats de l'étude actuelle. Ça, c'est des options. Pour le reste, on est d'accord, on se comprend. Maintenant, pour M. Ouedraogo, depuis le Centre-Nord, et ces inquiétudes sont fondées parce que dans le cadre même de l'enrôlement des personnes indigentes qui ont été ciblées dans la boucle de Mouhoun, pour certaines localités, les équipes n'ont même pas pu faire l'enrôlement. Comment entrer dans ces villages-là? Parce qu'il y a des attaques terroristes dont on ne peut pas rentrer. Donc pour cela, le taux d'enrôlement était 0%. C'est vrai, nous avons mené des missions terrain pour voir quelles solutions trouver avec les acteurs pour pouvoir, qu'on appelle ça, solutionner ces difficultés-là. Et une des solutions, c'était de faire en sorte, puisque les acteurs nous ont dit que pour ceux-là qui sont des acteurs locaux dans les villages où il y a des attaques, s'ils doivent faire le travail eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Mais on ne veut pas que des personnes extérieures entrent dans les villages. Et on a trouvé comme solution que ces acteurs fassent le travail et ils viennent dans des zones plus sûres, faire la restitution, on les donne des orientations pour aller. Maintenant, pour les critères de l'indigence. Et quand on a commencé cette première phase en 2019, nous avons signé les conventions avec les OGD, les organismes de gestion délégués là, en octobre 2019. Et il n'y avait pas pour l'instant un décret qui harmonisait les critères de la personne indigente. Il n'y en avait pas. Chaque acteur utilisait ses critères. Mais ce que nous avons, les critères, de façon générale, quand on voit, ça convergeait vers l'absence de ressources ou l'absence d'assistance. Donc une personne qui n'a pas elle-même de ressources ou dont la société n'aide pas pour faire face à ses besoins, voici des grands critères qui étaient vraiment, qui ressortaient dans pratiquement toutes les autres méthodologies qu'on avait trouvées. Certains appelaient personnes vulnérables, d'autres vont dire très pauvres. Nous dans notre loi on dit personnes indigentes. Et nous avons pu, en collaboration avec le ministère en charge de la solidarité nationale, on a pu parvenir à des critères harmonisés.
et l'ONG ASMAD était représentée. Il y avait l'ONG HELP, il y avait plein d'autres ONG qui étaient là et les acteurs ministériels qui étaient là. Et on a harmonisé les critères et on a pu prendre le décret là en 2000, je crois que c'est en 2020. Mais comme on n'avait pas de critères harmonisés, qu'est-ce qu'on a fait? Même si on attendait que ce décret soit adopté, il fallait d'abord adopter le décret, faire adopter ces arrêtés d'application, reprendre le travail de ciblage sur le terrain avant de commencer les prestations. Nous avons vu que si on doit faire ça, ce n'est pas en moins de 2 ans. Donc c'est pourquoi nous avons dit, il y a une structure étatique, le SPCNPS, j'en ai parlé, qui fait un travail sur le terrain. Et essentiellement, les données du SPCNPS nous ont beaucoup aidés. Et c'est l'exemple même de partenariat entre structures publiques, puisque c'est le même État. Donc on a pris ces données-là et on a capitalisé en quelque sorte. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour les critères qui ont été... Voilà. Okay. D'accord. Nous prenons M. Cabré qui nous appelle de Ouagadougou avant de lire également un SMS sur le site Présimet. Bonsoir M. Cabré. Oui, bonsoir monsieur et bonsoir à tous les autres qui sont sur le plateau. Merci, bonsoir, vous êtes en direct. Ok, je précise également que je suis un acteur mutualiste. Ok. Voilà, et je voudrais un peu rebondir sur la question qui vient d'être posée, notamment sur le fait qu'il y a des déplacés, que voilà, on demandait comment allait se faire la prise en charge pour ces types de cas. Oui. Voilà, pour ce qui est des mutuelles, je pense que à notre niveau, je parle un peu sous la coupole du RAMS, il y a ce qu'on appelle l'intermutualité que nous sommes en train de développer, qui devrait permettre que pour des personnes qui sont membres d'une mutuelle, je vais prendre un exemple pratique, par exemple, qui sont à Bassalgo, mais qui pour des raisons de sécurité ont dû se déplacer à Kaya, que la mutuelle de Kaya puisse notamment continuer à offrir les soins à ces personnes, quitte à ce que cette mutuelle adresse les factures à la mutuelle de Bassalgo, qui avait au préalable justement pris, ou du moins collecté les cotisations des membres. Voilà, qui va se charger justement de payer les factures à la mutuelle, qui va les reverser au centre de santé qui a offert les soins. Okay. Donc je pense que dans une mesure, si la convention de délégation continue, justement les mutuelles pourraient justement mettre cette machine en branle pour que pour ces cas, voilà, le déplacement dû à des questions sécuritaires ou pour n'importe quelle raison ne puisse pas entraver notamment la prise en charge non seulement des mutualistes, mais des personnes qui, sous la coupole de la CNABU, ont été justement affectées aux mutuelles pour la prise en charge. D'accord. Merci. Voilà, je voulais préciser juste cela. Oui. Donc, on souhaite que le partenariat puisse continuer et qu'on mette ce mécanisme-là en place pour que, voilà, l'un dans l'autre, nous puissions voilà, concourir justement à la bonne marche de cette initiative. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Ok, monsieur Cabré, pour cette contribution. Et directement, nous partons sur le site Présimètre pour prendre un message. Lire un message avant de continuer. Il s'agit d'un message de, je ne pourrais pas dire monsieur ou madame Zungrana, mais c'est le message de Zungrana qui nous écrit de la région du centre. Je voudrais m'inscrire à l'assurance maladie universelle au Burkina Faso. Où et à quel moment je peux le faire? C'est urgent pour moi, pour ma famille. Alors, les mutualistes... Oui. Ça, c'est Lengani qui va dire. Monsieur Lengani, il peut le faire. Il dit que c'est urgent pour lui. C'est urgent. Bon, pour la personne, voilà. Pour la personne, c'est urgent. Elle veut s'inscrire. Elle ne sait pas comment faire. Ok. Je vois qu'il est vraiment intéressé par la question de l'assurance maladie.
Moi, je dirais, si c'est pour la couverture par l'assurance maladie actuellement, je dirais de prendre son mal à patience. Maintenant, je pourrais lui recommander d'aller vers la mutualité. Parce que j'ai dit tout à l'heure que ce que les mutuelles et l'assurance maladie partagent en commun, c'est la couverture des risques maladie. Il y a des mutuelles qui font ça. Donc, je lui recommande vivement cela. Ça pourrait vraiment ou la soulager si c'est Madame Soulager. D'accord. Donc, nous disons tout simplement à Zoungrana que c'est possible, mais en attendant que l'assurance maladie universelle puisse être opérationnelle pour que cette personne puisse s'inscrire, déjà, elle peut aller auprès des mutuelles. Et puis, c'est la même chose. Donc, vous cotisez. Quand il y a des soucis de santé, il y a un coup de main qui est donné qui a un certain montant. Mais bon, les mutuelles n'ont pas les mêmes niveaux de coût, les mêmes taux de cotisation. Voilà. Et donc, je voudrais également dire aux téléspectateurs, aux auditeurs de la télévision True TV et de la radio Watt FM que quand on va maintenant dans les centres de santé, on voit des petits tableaux, des petites plaquettes qui mettent centre agréé, ceci, qui précisent qu'il y a des mutuelles. Si vous êtes membre de cette mutuelle, vous pouvez vous soigner. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, merci beaucoup. Souvent, c'est nécessaire d'expliquer. Vous, au niveau de la mutuelle, vous avez aussi du travail, un travail de communication pour que les Burkinabés puissent comprendre également ce que c'est qu'une mutuelle de santé, au même moment que l'assurance maladie universelle. La Caisse nationale d'assurance maladie universelle a du boulot également pour expliquer comment est-ce que le mécanisme marche, parce qu'il y a un problème de communication. L'émission se poursuit. Vous pouvez appeler au 25 36 04 04 ou bien nous écrire sur le site du Présimètre, c'est www.presimètre.bf. Donc, monsieur Gandema de l'association Semences d'Espérance Sud, alors, vous avez dit qu'il y avait de la difficulté par rapport à pouvoir identifier les différents acteurs, mais en même temps, vous écoutez aussi le travail des mutuelles. Est-ce qu'à Waïbia, les mutuelles également sont bien développées? Bon, à Waïbia, en tout cas, les mutuelles sont bien développées et c'est sur cette base-là que la CNAMU a pu, à travers l'organisme de gestion délégué qu'est ASMAT, pouvoir en fait faire le ciblage. Donc, pour cela, il y a en fait une mutuelle qui fonctionne bien. Maintenant, bon, en tout cas, comme on le dit, c'est aujourd'hui comment en fait ces mutuelles dans la phase en fait d'opérationnalisation de l'AMU là pourraient réellement s'y prendre afin réellement de satisfaire en fait à la forte demande. Parce que nous avons fait un travail sur le terrain de sensibilisation, de renforcement de l'information, des connaissances à travers des sports publicitaires et nous avons vu que les populations sont déjà prêtes et adhèrent au principe de base de l'assurance maladie universelle. Ils attendent que les choses puissent commencer et ils ont besoin en fait d'un début d'opérationnalisation et c'est cela que par exemple nous attendons les mutuelles afin que réellement ils s'y prennent de la bonne manière afin que le droit à la santé puisse être garanti en fait pour le bonheur des populations. Alors, monsieur Ouedraogo, vous êtes de la société civile. Il y a la possibilité pour les Burkinabés de contracter, d'être au niveau des mutuelles. Quels sont les avantages pour un acteur de la société civile à conseiller aux populations? Mais en attendant, il y a madame Ouedraogo qui nous appelle. Nous allons rejoindre avant de venir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes en direct. Je voudrais d'abord saluer l'initiative de cette émission. Merci beaucoup. Et maintenant, notre question se situe à ce niveau. Oui. On aimerait savoir comment la CNAMU va procéder pour cibler le secteur informel. Ok. Parce que comme c'est un secteur non structuré, on se demandait, par exemple, la maman qui fait le petit commerce dans le village, un village éloigné, comment vous allez procéder pour qu'elle soit touchée par par la RAMU? Ok. C'est une autre question. Deuxième question. Non, c'est tout. D'accord, vous nous appelez d'où, madame Ouedraogo?
un appel de Ouagadougou. D'accord, merci bien. Alors, je permets de répondre rapidement à la question avant que je ne revienne à M. Drago. M. Drago, vous nous excusez. Comment est-ce que vous allez, au niveau du secteur informel, comment le ciblage va se faire pour pouvoir toucher des gens qui ne sont pas peut-être forcément aussi à Ouagadougou, au niveau du secteur informel? Okay. Merci Madame Ouedraogo pour votre intérêt pour la couverture des acteurs de l'économie informelle. Mais avant de répondre à la question, il faut se poser une question. Au Burkina, quand on dit l'économie informelle ou secteur informel, de quoi il s'agit au juste? Dans la pratique, il faut dire qu'il y a des acteurs qui y sont, mais qui ne sont pas par nécessité. En réalité, c'est par opportunité que ces acteurs payent la contribution, ou des acteurs qui sont dans l'économie informelle au niveau des fiscs. Mais en sécurité sociale, les acteurs de l'économie informelle qui sont concernés, c'est notamment les travailleurs indépendants. Parce que la définition du travailleur, selon le Code du travail, là, on ne tient pas compte que tu sois du secteur formel ou secteur informel. Que quand tu es dans du secteur informel, dit informel, et que tu as un travailleur, le lien de subordination, c'est-à-dire le lien salarial là, suffit. Tu dois déclarer comme un travailleur à temps plein. Mais les travailleurs indépendants dont il s'agit là, nous avons voulu passer par le mutuel. Ça, il faut dire que c'est une décision gouvernementale même, parce qu'il y a un calendrier d'opérationnalisation qui avait été adopté en janvier 2018. Et pour ce calendrier-là, il était prévu que l'ACNAMU passe par les mutuelles sociales pour pouvoir couvrir les personnes qui agissent et qui interviennent dans cette économie informelle-là. Et pourquoi cela? Parce que le secteur informel, comme on le dit là, c'est diversifié. Et ces mutuelles-là sont plus proches des populations, surtout les populations de l'économie informelle. Donc c'est pourquoi nous voulons passer par elles. C'est plus efficace, c'est plus efficient. C'est la stratégie que le gouvernement a adoptée pour la CNAMU. D'accord. Ok, merci bien. Alors, il ne nous reste que quelques minutes. Monsieur Drago, je vais vous permettre de réagir. Et je précise qu'on nous laisse, nous sommes dans les il y a moins de 10 minutes pour la fin de cette émission. Ok, merci beaucoup. Par rapport à l'inscription donc de la population dans les mutuelles, en fait, les mutuelles c'est une forme de financement aussi, c'est une forme de mobilisation des ressources pour le financement de la santé. Parce que jusqu'à présent, on estime par exemple que chaque ménage au Burkina Faso dépense par exemple plus de 30% de ses revenus pour effectivement investir dans la santé. C'est-à-dire que quand tu prends ton salaire chaque mois, ou quelqu'un qui travaille au cours donc, du mois, il dépense par exemple plus de 30% pour effectivement dans les services donc, de santé. Et le mutuel, qui est une forme donc de partage du risque, on appelle ça le partage donc du risque, puisque moi je cotise, tu cotises, c'est pas évident que moi je vais tomber malade très rapidement, ou bien que c'est toi qui vas tomber malade très rapidement. Et quand tu vas tomber malade, on utilise toute la somme pour effectivement vous soyez, et c'est ça qui fait effectivement ce qu'on appelle donc la mutuelle. Donc ça c'est vraiment donc des méthodes assez importantes et très intéressantes qui sont d'ailleurs même recommandées dans le cadre donc de la dynamique vers la couverture santé universelle dont le Burkina Faso est dans la dynamique. C'est vraiment donc des processus. On ne peut pas aller vers la couverture santé universelle sans passer donc par cette méthode donc de financement donc par les mutuelles. Maintenant, il faudrait effectivement arriver pour nous à une certaine à comment faire pour peut-être donc ne pas en tout cas maîtriser les contributions, parce que vous savez les mutuelles actuellement ont leur niveau de contribution qu'ils ont fixé au regard donc d'un panier qu'ils ont déjà défini. Quand nous allons aller donc dans le cadre de l'assurance maladie universelle, il va falloir effectivement peut-être dans le cadre des études actuariales, ils ont pu peut-être définir effectivement des montants pour ne pas aussi véritablement trop plomber les ménages, parce qu'il ne faut pas qu'on quitte donc des dépenses catastrophiques à une autre dépense catastrophique. C'est ça
ça vraiment donc notre préoccupation. Et l'autre élément, je pense qu'il faut également, dans le cadre des mutuelles, il faut impliquer aussi les collectivités. C'est très très important. Voilà, c'est très très important qu'on arrive à impliquer les collectivités. Actuellement, je pense que on n'a pas souligné ça, ça n'a pas été véritablement beaucoup souligné, mais c'est une difficulté qui est là. C'est une des insuffisances actuellement de l'assurance maladie universelle. Voilà, parce que les collectivités n'ont pas été beaucoup impliquées. C'est vrai qu'ils sont partis donc des listes donc déjà définies, mais il va falloir continuer l'implication des collectivités territoriales parce que c'est eux qui vont véritablement à un certain moment être le relais du financement donc pour effectivement la santé. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous avez un complément par rapport à ce qu'il dit pour pouvoir aller facilement de l'avant? Voilà, en fait, par rapport à l'assurance maladie universelle, en fait, pour aller de l'avant, il faut réellement renforcer la transparence, renforcer aussi la visibilité aussi du projet. Ça veut dire renforcer les connaissances de la population sur la question de l'assurance maladie universelle, renforcer aussi les compétences des acteurs de mise en œuvre aussi de l'assurance maladie universelle. Je dirais dans ces acteurs-là, il y a les mutuelles sociales, il y a les organismes de gestion délégués et surtout aussi des acteurs clés que sont les agents de santé qui sont un peu à la traîne dans ce système qu'on doit en fait impliquer davantage et renforcer suffisamment leur capacité. Et c'est en cela que, par exemple, nous insistons sur la nécessité de la veille citoyenne si nous voulons en fait une mise en œuvre ici de l'assurance maladie universelle. D'accord. Alors, M. Sanou, qu'est-ce qu'il faut pour renforcer davantage la mise en œuvre, pour ne pas dire pour accélérer la mise en œuvre? Vous avez écouté M. Ouedraogo, vous avez écouté M. Gandema, maintenant nous vous écoutons. Donc, franchement, il y a la nécessité d'impliquer davantage l'ensemble des partenaires sociaux. Vous avez vu qu'au niveau de la forme, même de l'implication, de la mise en œuvre au niveau des travailleurs, il y a les syndicats qui sont toujours à la traîne, qui ne croient pas trop à la chose ou bien qui se méfient même de la mise en œuvre du fait qu'ils doivent cotiser. C'est le crainte de nouvelles coupures pour cotisation pour l'assurance maladie. Sans cette crainte-là, c'est un tabou qui est là. Et au niveau des collectivités, ça a été dit. Oui. Il faut que les collectivités soient prises en compte dans l'accompagnement des mutuelles. Vous avez vu, les cotisations, c'est pour les prises en charge sanitaires. Mais il y a d'autres activités connexes qui doivent favoriser l'adhésion des personnes et des familles aux différentes mutuelles. Mais cela tarde encore. L'esprit de mutualité, mettre ensemble nos ressources pour soigner quelques-uns cette année, une autre fois d'autres personnes, cette culture-là n'est pas encore ancrée dans nos mœurs. Donc il y a un travail de communication à faire, mais il faut y croire. Et il faut que ce soit une synergie d'action afin que nous puissions vraiment aller ensemble. Et je reviens là-dessus, la création de l'organe administratif pour permettre aux mutuelles de se sentir plus solides et de pouvoir aller vers des recherches de financement. D'accord. Alors, M. Lingani, en tout cas, vous repartez avec une pile de propositions et de suggestions de solutions pour pouvoir aller de l'avant. Nous prenons votre dernière intervention avant de conclure cette émission. Ok. Merci, M. Bougma. Je dis merci à l'ONG Diaconia pour cette initiative parce que ça va dans le sens de la communication aussi sur l'assurance maladie et ça nous permet de mesurer vraiment les besoins ou les soifs d'information des populations et d'avoir même le retour des acteurs sur le terrain. Quand on échangeait, parfois on avait l'impression qu'on ne se comprenait pas, mais en réalité on se complète. On se complète et c'est pourquoi j'invite même les acteurs sur le terrain là à travailler davantage avec les structures de mise en œuvre de l'assurance maladie. Et vos comités qui sont sur le terrain, s'il y a besoin ou même votre association, demandez une séance de travail à l'assurance maladie pour peut-être vous faire part de ce que nous faisons, quelles sont les difficultés, parce qu'en tant qu'association, surtout de la société civile, vous pouvez actionner sur certains leviers que les structures publiques peut-être ne peuvent pas. Donc c'est déjà un apport que vous faites dans la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. On ne peut pas quitter ici sans dire aussi merci à
True TV, pour ce plateau qui nous permet, qui est une opportunité aussi pour nous de parler de ce que nous faisons et de permettre aussi de faire un autodiagnostic de tout ce que nous faisons. Et également, nous prenons en compte tout ce que les différents acteurs ont dit et nous allons rendre compte. Et vous voyez l'intérêt de cette émission. Ça tient tellement à l'assurance maladie que le DG lui-même avait voulu venir à cette activité, à cette émission. Il voulait venir, mais il était pris pour une autre activité. Il était à Tinkoroko pour le CACEM du ministère en charge de la protection sociale. Donc c'est pourquoi il n'est pas venu. Donc je dis merci, mais pour parler d'un partenaire clé, le ministère de la Santé, on ne peut pas quitter ici sans vraiment féliciter ce que ces acteurs font sur le terrain pour l'offre de soins, la disponibilité des services et des médicaments. Parce que l'assurance maladie, l'ACNAMI n'est pas seul sur le terrain. Il y a d'abord les ministères de tutelle, il y a aussi le ministère qui est le partenaire indispensable à la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle et nos partenaires de tous les jours. Merci M. Lingani, merci à tout le monde, merci à M. Gabriel Sanou de l'Union régionale des mutuelles de santé de la région des Hauts-Bassins, merci à M. Gandema, Alphonse, secrétaire général de l'association Sémence d'Espoir, Sémence d'Espérance Sud. Nous disons également merci à M. Lingani Nestor, il est juriste, inspecteur du travail, il est le directeur des affaires juridiques et du contentieux à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Et nous disons également merci à M. Amidou Ouedraogo, le directeur national du réseau d'accès aux médicaments essentiels. Merci madame, merci monsieur vous qui nous avez suivis et surtout merci à toutes ces personnes qui nous ont appelés ou qui nous ont écrit dans le cadre de cette émission. Merci à Césaire Kafando et à toute son équipe. Au revoir.